gouverner. Je pense que ça va être sa mère. La femme comme l'eau, ça on pose et on reprend. C'est vrai, il survit pas jusqu'à la fin de la... Bienvenue sur Génération Mosaïque, ton podcast par diaspora, et on vient déconstruire tes a priori sur l'immigration. On se retrouve tous les mois pour plonger au cœur de ces trajectoires inspirantes de jeunes binationaux. Et aujourd'hui, on reçoit Nassim Larfa. Merci Nassim d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Donc, conseiller du président du CESE. Et on aimerait juste que tu t'introduises un peu pour les gens qui ne te connaissent pas, ce que tu fais, qui tu es. Petite introduction rapide. Petite introduction. Tout d'abord, merci de m'inviter. C'est un vrai plaisir d'avoir pensé à moi et d'avoir pensé à mon parcours pour que je puisse le présenter. Je m'appelle Nassim Larfa, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, je travaille au Conseil économique, social et environnemental, plus communément appelé CESE, qui a été un peu médiatisé il y a une semaine, mais je crois qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Là-bas, ce que je fais, c'est que je conseille le président du CESE, qui est Thierry Baudet. Et avant, durant mon parcours, j'ai notamment fait Sciences Po Paris, j'ai travaillé en mutualité, j'ai travaillé au ministère de la Santé. Et à côté de ça, je crois qu'on peut dire que je suis un grand joueur de foot. Ça restera dans le podcast. Ça, on va en parler, t'inquiète pas. On a une partie sur le foot qui est dédiée, t'en fais pas. Super, c'est prévu. C'est la plus importante. C'est prévu. Bah ouais, en tout cas, merci beaucoup. Nous, on est très honorés et c'est super cool d'avoir aussi des profils hyper différents. On a eu des écrivains, des journalistes, des élus. Donc c'est magnifique, merci beaucoup. On va commencer. Et tout d'abord, on veut juste creuser un peu plus sur ton adolescence et le jeune Nassim Larfa. Qui est-il, pour qu'on puisse après comprendre ton parcours actuel? À quoi ressemble ton adolescence? T'as vécu dans quel milieu? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Alors moi j'ai grandi à Chelles dans le 77 en Seine-et-Marne. Alors je coupe court à toutes les rumeurs, c'est pas la campagne, c'est pas mon père était pas chevalier ou autre où je passe toutes les vannes de Twitter. Donc moi j'ai grandi à Chelles. Chelles, c'est une ville basée dans le 77 à la frontière du 93. Donc avec toutes les problématiques qu'on peut retrouver, qui vont être des quartiers populaires, une politique de la ville qui me semble, moi, pas assez efficace, de la ségrégation scolaire. Donc moi, je suis le fils de deux personnes qui, du coup, n'ont pas fait d'études, qui ont tous les deux un CAP, mais peut-être chose importante, et dans le cadre de votre podcast, c'est important. Moi, je suis issu de la troisième génération. C'est-à-dire que mes parents sont nés en France, ont grandi en France. Moi, ma mère, elle a grandi à Chelles, donc Chelles depuis toujours. À la base, Chelles, c'est une ville qui a beaucoup accueilli la diaspora algérienne, notamment la diaspora issue de l'Ouest, donc plutôt côté Razaouet, frontière marocaine, Tlemcen, Razaouet, Tounen et toutes ces villes-là, où là, vraiment, il y a une énorme communauté qui se crée là-bas au début des années 70 et fin des années 60. Du côté de mon père est kabyle et a grandi notamment au Blanc-Minil, entre Blanc-Minil et Drancy, dans le 93. Mon adolescence, ce sera une adolescence heureuse, passionnée, avec quand même déjà des problématiques socialement. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, je pense, durant mon adolescence et qui fait peut-être la personne que je suis aujourd'hui, mais surtout mes engagements aujourd'hui, c'est que moi, ma mère est une femme qui parle beaucoup. C'est-à-dire, elle raconte beaucoup son enfance, sa jeunesse. C'est la plus grande de sa famille et celle qui finalement avait dû gérer un peu toutes les problématiques rencontrées par mon grand-père durant ces périodes. Et ces problématiques, elles sont connues, elles sont documentées. C'est typiquement l'ouvrier algérien dans une société encore gangrénée par le racisme durant les années 70-80. Et c'est beaucoup de problématiques. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et je pense qu'en fait, je ne lui ai jamais dit, mais c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup marqué. C'est que moi, mon grand-père, à la fin des années 80, il est déclaré invalide. Pourquoi? Parce qu'il a un diabète avançant, etc. Et à ce moment-là, c'est pas possible pour un employeur d'accepter cette invalidité parce que c'est des indemnités à payer, c'est des charges en plus, c'est pas bénéf tout simplement, et financièrement aussi pour lui. Donc ce qui se passe, c'est que ma mère, du haut de ses 24 ans à l'époque, elle va mener la charge. Donc elle va mettre en place un procès, elle va être soutenue par énormément d'organisations syndicales, notamment la CGT, pour gagner ce procès. Et finalement, mon grand-père, il gagnera ce procès en 98. Donc il va avoir des indemnités, j'allais dire d'énormes indemnités, mais c'est pas des énormes indemnités, c'est juste normal d'obtenir ces indemnités. Et juste à travers ce combat, moi, ça a construit un engagement politique. Ça a construit un engagement politique parce que je me dis que les organisations syndicales, même si elles sont critiquées aujourd'hui, elles ont participé en réalité à mon histoire familiale. Ça montre aussi que derrière, quand on se bat pour de la justice sociale, on peut gagner. C'est dur, on n'est pas aidé, il y a beaucoup de problèmes, on est mal guidé, on n'a pas toutes ces informations, mais à la fin, finalement, on peut le faire. Donc voilà, en fait, je pense cette histoire qui a construit mon engagement aujourd'hui.
Et ensuite, durant mon adolescence, il y a quelque chose qui, moi, me marque beaucoup. C'est que là, vous voyez, j'aime bien parler. Là, je crois que j'ai déjà tué le temps, à mon avis. C'est super. Mais moi, il y a quelque chose que, Hein. il y a quelque chose que j'adorais faire. J'adorais être délégué de classe. J'adorais être délégué. Je gagnais toutes les élections à 100%. C'était déjà la dictature à ce moment-là. 95%. Voilà, comme les 95% dans un pays au-delà de la Méditerranée. Mais non, moi, c'était 100%. C'était un peu plus c'est déjà. mieux que ça, carrément. Ouais, c'était carrément mieux. Et donc, moi, j'adorais être délégué de classe. Et je me rappelle quand je préparais les conseils de classe, mais en fait, j'étais un ouf parce qu'en fait, j'étais au collège, j'étais petit, 3e, 4e, je savais même pas ce que c'était le déterminisme social, etc. Et je me rappelais, j'arrivais en conseil de classe, mais comment je défendais mes camarades. Je disais, non, mais là, enfin, je faisais des phrases, la prof, je vois encore l'image d'une prof de français qui critique un de mes camarades en disant que c'est un élève perturbateur, etc., qu'il n'est pas impliqué scolairement. Et je me vois encore lui dire en 3e, 4e, mais madame, vous savez pas ce qu'il vit dans son foyer. Tout le monde n'a pas la même chance. À 15 ans. À 15 ans, j'étais déjà... Et en fait, après, je sortais du conseil de classe, je me faisais embrouiller par mon prof français en disant « Mais tu peux pas parler comme ça au prof, etc. » Donc en fait, je crois que j'étais un syndicaliste dans l'âme, tu vois, déjà. Et ensuite, ça a fait mes autres engagements. Mais voilà peut-être les 2 histoires que je retiens durant mon adolescence, ce qu'on m'a raconté sur mon histoire familiale et des actions que j'aimais faire plutôt dans le cadre scolaire. Et j'ai une question, ça se dit. Mais comment, enfin, du coup, si je comprends bien, il y a une espèce d'inspiration aussi de ta maman, de ce qu'elle a fait très jeune. Ouais. Comment elle te voit maintenant, ta mère ? Est-ce qu'elle est fière ? Comment elle se sent ? Ouais, de carrément. Enfin, vous connaissez les darons, hein, genre hyper fière de son fils, hyper fière de son parcours. Mais en même temps, derrière tout ça, il y a quand même une détestation pour la politique. Il y a quand même ce côté, fais pas de la politique, tu vas pas dormir, tu peux pas aider tout le monde, fais tes projets en silence, tout ce qui est réseaux sociaux, ça la dépasse, etc. On reviendra sur ce qui m'est arrivé là il y a une semaine, mais presque dans cette, c'est bien fait. Ouais. C'est bien fait, voilà, fallait pas chercher, reste dans l'ombre, tu peux pas aider tout le monde, etc. Donc il y a une admiration de fait, trop bien, mon fils il a fait une grande école. Elle te dit qu'elle est fière ou pas ? Ou juste elle le montre ? Ouais, elle le montre et elle le dit, honnêtement elle le dit, ouais. C'est un peu symptomatique de parents issus de l'immigration. Ça va le dire à tout le monde, toutes ses copines. Non, celui qui le dit moi, tu vois, c'est mon daron. Mon daron, il est très fier, mais je le sais qu'il est très fier parce que les gens me disent qu'il est très fier. Lui, il en parle. Ouais, il en parle, mais pas frontalement. Ouais. Du coup, tu disais que t'étais algérien. Ouais. Est-ce que t'as la double nationalité ? Ouais, j'ai la double nationalité. Et du coup, je voulais savoir déjà, comment t'étais attaché en fait à cette biculture ? Alors moi, quelque chose qui va être intéressant aussi, c'est déjà de dire que moi je suis de la 3e génération. Donc moi, mes darons, ce serait plus à mes parents de leur poser la question comment ils sont attachés dans un pays où ils sont pas nés. Moi, honnêtement, j'ai reconnecté avec l'Algérie ces 6 dernières années en réalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vrai que pour cette génération, notamment celle de mes parents, il y a un attachement un peu compliqué à l'Algérie. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien approfondir parce que je pense qu'on passe à côté quand on explique le détachement de certaines personnes issues de l'immigration, notamment de l'Algérie, parce que c'est quand même un cas particulier. C'est-à-dire, moi, mes parents, ils sont nés dans les années 60. Donc, ils sont nés dans les années 60, ils ne pouvaient pas retourner tous les ans au bled pour des questions financières, donc c'était un retour tous les 3 ans, avec notamment mon grand-père qui achète une maison en Algérie pour dire qu'au moment de sa retraite, il repartira. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir dans tous les épisodes, à la fin, personne n'y repartira. Il est toujours en France. Mais donc, moi, mes parents, ils grandissent dans ce contexte-là, on va en Algérie tous les 3 ans, c'est un pays qu'ils ne connaissent pas, ils subissent le racisme en France, bon, je pense pas qu'en Algérie ils soient mieux acceptés. Et en fait, à partir du moment où ils peuvent reconnecter avec l'Algérie, c'est à partir du moment où ils ont leur indépendance financière. Donc c'est les années 90. Sauf qu'à ce moment-là, dans les années 90, il se passe quelque chose en Algérie qui s'appelle la décennie noire. Donc voilà, c'est le terrorisme en Algérie et c'est donc devenu une no-go zone en réalité. Voilà, donc cette génération en fait qui est née au moment de mes parents 60-70, le moment où ils peuvent reconnecter à l'Algérie, à leur pays, ils vont plus y aller en réalité pendant toute cette période. Et en fait, quand tu te détaches pendant 10 ans, donc début des années 90 jusqu'au début des années 2000, d'un pays où tu n'as pas grandi, que tu connais pas vraiment, c'est très dur derrière d'y retourner en réalité. Donc moi, mes parents, ils se mettent à y retourner là maintenant depuis 5-6 ans, et je vais être très honnête, c'est à partir du moment du décès de ma grand-mère, où là, du coup, on se met à se reconnecter en Algérie, etc. On va plus ou moins régulièrement en Algérie, notamment, moi, ma ville, elle s'appelle Tounen, elle est proche de Razaouet, c'est la campagne algérienne. Donc autant vous dire, moi je vais là-bas en vacances, je galère de ouf. Et ça aussi, c'est un vrai problème, c'est que moi, on m'emmenait là-bas en vacances quand j'étais jeune, mais je galérais au possible. Donc j'avais pas une image améliorative de mon pays. Ce qui se passe ensuite, c'est que moi je reconnecte avec l'Algérie, je reconnecte à travers les grandes villes. Donc, moi je vais à Oran maintenant en vacances, il y a tous mes cousins qui sont là-bas, et là je commence vraiment à kiffer l'Algérie. Et c'est quelque chose, en fait, je le dis, et je veux pas passer pour le mec qui critique son pays, qui comprend pas.
c'est qu'à un moment, faut être honnête. Moi, je suis né en France, j'ai aussi une culture occidentale d'un côté. Et moi, tu m'emmènes dans des campagnes, en fait, juste, je capte pas, en fait. Je capte pas. Donc, moi, j'avais ma PSP, j'étais saison 2087 à FIFA, je capte pas. Moi, le côté conservateur, c'est peut-être très bien. Genre, c'est peut-être très bien, il y en a qui vont apprécier ça. C'est juste que moi, quand je vais en vacances, je comprends pas. Et en fait, moi, le moment où je reconnecte avec l'Algérie, c'est en fait, je reconnecte plus qu'avec l'Algérie, je reconnecte avec les grandes villes algériennes. Je reconnecte avec Oran, où là, voilà, on a des projets immobiliers là-bas maintenant. Je me fais des potes là-bas. Je connais des personnes dans la politique, impliquées politiquement là-bas. Voilà, c'est à travers notamment les grandes villes que moi, je reconnecte avec l'Algérie. Okay. Voilà, ça me semblait juste important de dire qu'il n'y a pas en fait de volonté de déconnexion avec l'Algérie, mais il y a juste des problématiques très spécifiques. Il y a quand même eu la décennie noire, et quand des personnes déconnectent avec leur pays, où ils n'ont pas grandi, je dis leur pays encore une fois, mais ils n'ont pas grandi là-bas, ils ne sont pas nés là-bas, déconnectent pendant 10 ans de ce pays-là, c'est très dur derrière de revenir et de réavoir une attache, etc. Donc là, ça se fait un peu ces dernières années, et pour mon plus grand plaisir. Nickel, trop bien. Et t'as demandé quand ta nationalité algérienne ? Ma nationalité, je l'ai finalement toujours eu en fait. C'est que voilà, c'est mes parents qui la demandaient, donc vous connaissez, hein, consulat d'Algérie, Vitry-sur-Seine. Tu pars à 5h, ah là là, 5h du matin. Mais voilà, mais voilà, en fait, on en rigole. Mais je vous jure, c'est traumatisant. En fait, je vous jure, en fait, on me dit, ouais, ton premier pas avec l'Algérie, c'est le consulat d'Algérie. Mon premier pas avec l'Algérie, c'est 5h du matin, 21h. Moi, j'avais pas envie. En plus, alors maintenant, ça va mieux. Mais aussi, il faut le dire. Là, ça va mieux. Maintenant, c'est à Créteil. Franchement, j'ai été il y a 2 semaines. Je suis venu, j'ai posé un ticket, je suis pris mon truc. Alors que moi, j'étais arrivé en mode ultra défensif. Je me suis dit, ouais, est-ce que. Non, ça s'est super bien passé. Mais voilà, enfin, moi, c'est des souvenirs de ouf. Mais 4h du matin, franchement, boule au ventre. Quand on est petit, on comprend pas pourquoi nos parents ils nous forcent à aller au bled, aller voir la famille et tout. Et après, plus tu grandis, et plus tu dis, en fait, c'est cool. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Mais en fait, je vais juste me permettre une petite critique sur mon enfance. C'est il y a une manière de présenter le pays. Il y a une manière, tu peux amener la personne dans le pays, la laisser dans une maison et dire ça c'est ta famille, il y a la barrière de la langue. Parce que aussi, il y a la barrière de la langue, les gens pensent qu'en Algérie tout le monde parle français, les gens parlent français dans les grandes villes. Donc ceux qui étaient à l'école, mais moi quand j'allais en campagne, dans la maison de mon grand-père, les gens parlaient pas français. Donc en fait j'étais là, donc après il y a la langue internationale qui est le football, donc tranquille on peut jouer au foot, etc. Ça c'est facile. Mais en fait on ne comprend pas vraiment l'Algérie. Et en fait on a ce côté-là où on t'emmène, tu galères. Et on ne te fait pas visiter les autres aspects, etc. Tu vois, moi, franchement, je le dis, hein, mais si j'avais été en Algérie à Oran depuis petit, moi j'irais tous les ans déjà. Je pense que j'aurais acheté un appart là-bas, etc. Moi, c'est juste, j'ai découvert ça tard finalement. Mais après, c'est que le début. Hein, ouais, c'est que le début, j'avoue, la vie elle est longue, je suis jeune. En fait, là, je parle comme un retraité. Mais est-ce que quand même dans ces grandes villes-là, est-ce que tu sens le décalage entre toi et en fait tout ce qui t'entoure avec l'Algérie elle-même ? Ouais, il y a un décalage, clairement. Moi, comme je dis, hein, j'ai grandi en France, j'ai été éduqué à l'occidental, dans les écoles françaises. Mais il faut aussi garder un côté modeste. C'est-à-dire, moi, quand je vais en Algérie, vous avez compris, je kiffe la politique. C'est-à-dire, moi, je pense politique, exactement, sociologie de la société, comment la société se développe, l'éducation, etc. Il faut juste aller là-bas avec un peu de modestie. C'est vrai que nous, ici, en France, on va avoir des a priori. On dit peut-être que ça se développe, peut-être qu'il y a des opportunités. En fait, moi, quand je vais là-bas, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est juste d'avoir le ressenti, en fait, des personnes. Eux, comment ils vivent ça ? Et peut-être que souvent ils me disent mais toi t'es complètement déconnecté, en fait moi mon quotidien c'est pas ça, j'ai telle ou telle difficulté, etc. Et moi il y a un truc qui me marque beaucoup, c'est quand là j'y étais avec un pote et un pote il racontait les difficultés qu'il a en France vis-à-vis du racisme, mais là-bas tout le monde échange sa place. Allez, c'est gentil ce que tu vis. Voilà, mais moi il y a ce côté, il y a un décalage, mais il faut juste être modeste et écouter et construire ensemble. Et il y a quand même une volonté de construire ensemble. Je trouve beaucoup plus qu'avant. Okay. Avant, il y a dans plein de musiques de rap, t'entends côté toi t'es en France, t'es pas français, là-bas t'es un immigré. Moi, je trouve que un peu moins. Mais aussi, c'est peut-être un peu moins parce que maintenant, je vais beaucoup à Oran et je vais moins dans les campagnes. Donc, j'arrive pas à m'en rendre compte à quel point c'est un peu ou beaucoup moins. Mais c'est intéressant ce truc de la modestie parce que justement, on en parlait avec Sinan. Donc Sinan qui est un influenceur, je sais pas, un créateur de contenu qui est franco-marocain et qui là passe plusieurs temps de sa vie, du coup des années au Maroc pour essayer à se rapprocher de cette culture et apprendre la langue, etc. Et justement, ça m'a fait penser à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce truc de quand t'es français, franco-marocain, franco-algérien, des fois t'arrives dans une dynamique où je vais au Maroc et genre je suis mieux que les autres. Donc c'est important d'avoir ce truc de modestie et de se dire ok, je connais pas la culture comme je devrais la connaître, j'y ai jamais vécu. J'arrive avec une perspective qui est différente et je dois apprendre. En fait, c'est moi qui dois être dans le process d'apprendre. C'est le cliché des zmagrillages. Mais c'est ça, mais moi je trouve que c'est problématique parce que du coup tu crées ce clivage entre toi t'es français zmag
et il y a les Algériens, les Marocains. Et donc c'est important, la modestie, je trouve que c'est hyper important. C'est super important. Il faut aussi se dire qu'en fait, dans la majorité des cas, on est des petits privilégiés en réalité. Ah ouais. On est des petits privilégiés. Donc voilà, là on tourne quand même l'épisode du podcast à Sciences Po. Donc en fait, la vie elle est plutôt cool. Alors tout le monde a ses problèmes, elle est plutôt carrée pour nous. Donc on a tous ces privilèges, il faut juste être capable juste de se taire un moment. Et ça, c'est même quelque chose que je fais beaucoup, que ce soit dans l'associatif, dans mon politique. Il faut juste être capable de venir, écoute, juste tais-toi. Juste écoute ce que la personne a à dire en face et c'est pas ta réalité. Ça, la qualité d'un politique, c'est d'écouter. Ouais, je pense que c'est hyper important. C'est hyper important juste de venir, d'écouter la personne en face et de pas être en mode oui, mais. Non, en fait, non, il n'y a pas mais. Si la personne vit ça comme ça, vous savez, en politique, on parle beaucoup du sentiment. Et je vais prendre un sujet d'ailleurs, je prends ce sujet. Mais en France, on dit qu'il n'y a pas d'augmentation de l'insécurité, il y a l'augmentation d'un sentiment d'insécurité. Là, moi, je vais te dire honnêtement, je pense que c'est problématique en fait. Il faut juste écouter. Si les gens se sentent pas en sécurité, c'est qu'il y a quelque chose derrière en fait à approfondir. Donc il n'y a pas que toujours les faits où on arrive avec plein de chiffres. Moi aussi, je peux arriver de sortir le dernier rapport de l'OCDE. Il dit que s'il y a un sentiment, il y a un sentiment. Je prends un autre sujet parce qu'ensuite je ne veux pas passer pour le mec sécuritaire, mais par exemple, quelque chose de très bête. Là, il y a l'OCDE qui a rendu un rapport sur le système éducatif français. Et il y a notamment l'enquête PISA qui souligne les inégalités de destin en France, qui explique que la France est le pays où les inégalités de destin en rapport avec la condition sociale des parents sont les plus importantes. Grosso modo, quand tu es fils d'ouvrier, tu as énormément de chances de devenir fils d'ouvrier. Quand tu es fils de cadre, tu es presque condamné à devenir fils de cadre. Et en fait, dans tout ce rapport, il y a à un moment la comparaison entre l'école publique et l'école privée. Toujours, tout le monde va te dire, mais en école privée, on voit qu'on réussit mieux. Quand tu mets tes enfants dans le privé, ils réussissent mieux, etc. Et bien, ce rapport, qui est quand même une étude basée sur des milliers, voire des centaines de milliers d'élèves, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que c'est vrai, à un instant T, que les élèves du privé ont des meilleurs résultats que les élèves du public. Donc ça, c'est le constat. Les élèves du privé ont des meilleurs résultats. Sauf que, quand tu retires la variable sociologique des parents, c'est-à-dire leurs conditions sociales, les élèves du privé ont les mêmes résultats que les élèves du public. Donc en fait, finalement, c'est pas parce que tu mets ton enfant dans le privé, même si t'es fils d'ouvrier, qu'il va avoir un meilleur destin. Sauf que, derrière ça, moi j'arrive, je dis mes chiffres, là, comme le monde politique, j'ai lu mon dernier rapport de CDE, je me la raconte, je parle bien avec les mains, etc. Sauf que la réalité, en fait, c'est que les gens, ils ont l'impression, quand même, que quand ils mettent leurs enfants dans le privé, ils vont mieux réussir. Et donc en fait, il y a toujours un décalage en fait entre toi, tes chiffres dans ton rapport de 450 pages qu'il n'y a que toi qui lis dans ta chambre le soir, et le sentiment des personnes. En fait, le sentiment des personnes, en réalité, il est tout aussi important. Parce que tant qu'il y a ce sentiment-là, il y aura ce sentiment, et c'est sur ça que doivent se baser des politiques aussi. Mais comment tu fais, parce que du coup, moi, j'aime les chiffres, mais comment tu fais pour utiliser un truc qui est très difficilement quantifiable ? Ok, le sentiment des Français, c'est tellement large. Il y a le sud de la France, le nord de la France, on ne pense pas de la même manière. Enfin, comment tu quantifies le sentiment des Français ? Alors, comment tu le quantifies ? Ça va être par exemple. En fait, parce qu'à la fin, tu vas le quantifier, parce qu'en fait, ce sentiment, à la fin, il va s'exprimer quand tu vas voir des couples de personnes employés ouvriers qui vont se ruiner pour mettre leurs enfants dans le privé. Donc, c'est ça, en fait, les chiffres. C'est toutes ces stratégies d'esquive, notamment. Donc, en fait, à la fin, tu le quantifies quand même. Tu vas, par exemple, le sentiment d'insécurité, tu vas le quantifier quand des personnes vont avoir pour seul objectif toute leur vie de quitter des zones. Donc en fait finalement tu arrives quand même à le quantifier. C'est un peu comme les sondages, genre ça dépend de la manière dont tu l'approches ou tu le présentes. C'est grave intéressant, c'est vrai. Moi je vais revenir sur la binationalité. Ouais. Je force de fou dessus. Mais t'as raison, c'est pas de diaspora. Ouais. Tu vois là, pendant les législatives, il y a l'extrême droite qui remettait sur la table le sujet de si t'es binational, tu peux pas travailler comme agent de l'État, tu vois. Ouais. Et toi, t'es agent de l'État, genre comment tu l'as vécu ? Alors honnêtement, moi maintenant il y a quand même une partie du champ politique où pour le coup ça me fait plus rien. Ça me fait plus rien parce qu'en fait là aujourd'hui ils vont parler de la binationalité, je pense que demain ce champ-là il serait capable d'aller sur le champ des prénoms, sur le champ des parents, sur le champ des grands-parents, etc. Et en fait finalement c'est une course sans fin. Donc ils vont continuer à surenchérir. Mais en fait il faut juste se dire que c'est un combat civilisationnel, c'est un combat idéologique et c'est un combat qu'il faut mener dans toutes les sphères où on est. Faut montrer que, alors faut montrer, mais alors j'aime pas trop ce terme, c'est-à-dire faut montrer qu'on a notre place. En fait on n'a rien à montrer en fait. Du coup déjà en l'occurrence on est français, on n'est jamais qualifié de binational ou quoi, on est français et faut juste faire preuve, alors pas de bienveillance, mais juste se dire qu'on est à notre place et partout dans toutes les sphères, ce que peut-être j'essaye de faire dans le monde politique. Mais de mener ces combats idéologiques, de dire que ça et ça, c'est pas une solution, bien au contraire. C'est quoi ton rapport à la scène médiatique ? Comment est-ce que tu t'en détaches ? Et voilà,
quelle relation t'as avec tout ça, avec les débats? Parce qu'elle te parlait justement de ce qui se discutait pendant les législatives, binationalité. Bah, il y a deux solutions de toute façon. Soit tu suis à fond, mais même en suivant à fond, tu peux t'en détacher en réalité. Moi, je suis avide de politique, j'adore les débats, j'adore monter en compétences sur tous les sujets. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis grave épanoui dans mon travail actuellement. Conseil économique, social et environnemental, c'est-à-dire que tu traites un peu de toutes les problématiques de la société. Donc moi, je suis avide de ces débats. En vrai, j'adore les débats quand il y a des soirées électorales. Je suis dessus jusqu'à minuit, entre ma télé, Twitter un peu, ou X maintenant, tous ces réseaux. Donc je m'en inspire. Je prends ce qu'il y a à prendre. Après, comme pour revenir sur la question précédente, après ce que pense en fait l'extrême droite, c'est anticipable en réalité. C'est facile, c'est toujours la même chose, toujours la même rhétorique, toujours les mêmes personnes visées. Et finalement, ça n'a pas trop de fond et pas trop d'importance. En plus, je reviens sur la binationalité. Il faut voir que quand ils veulent le mettre en place au début, ils paraissent sur deux. Et petit à petit, ils se mettent tous à bégayer parce qu'ils comprennent que finalement, on ne peut pas trop parce que tout le monde ne déclare pas sa binationalité. Et on fait comment pour savoir? Et il y aura des postes qui seront libérés, etc. etc. Donc finalement, au début, tu regardes ça et tu t'en détaches facilement. Aujourd'hui, on est à Sciences Po. Ouais. Ça a marqué ta vie, je pense. Ouais, carrément. Et moi, je voulais savoir, est-ce que tu peux me décrire ton premier jour à Sciences Po? Premier jour à Sciences Po, déjà tu me fais remonter assez loin, on est là aujourd'hui en 2024, donc c'était il y a 11 ans. Moi j'intègre Sciences Po en 2013 par ce qu'on appelle la convention d'éducation prioritaire, on pourra peut-être revenir dessus. Premier jour à Sciences Po, je me rappelle, c'est semaine d'inté, première réflexion, t'as vu comment tu t'habilles en fait, comment tu te sapes. Bah après finalement simple, hein. Je me rappelle c'était les Nike Blazers, les Nike qui montent tout ça, maintenant c'est plutôt démodé en réalité, c'est fini, petit pantalon Zara, petit pull Zara, non Polo Lacoste, ouais, tu vois, ouf. Ah ouais. Pantalon Zara, Polo Lacoste, t'avais c'est ça. Polo Lacoste de ouf. Donc j'arrive à Sciences Po, on est dans ces locaux et on est en Émile Boutmy et je vais te dire la vérité, donc je sais le grand amphi, mythique. Ouais, exactement, il y a un invité. Et je te jure, je vois pas c'est qui. Là, dans ma tête, je sais plus c'est qui. Donc mon premier jour, il est à pas. Mais en tout cas, on est en Émile Boutmy, je crois que c'est bien. Je crois que ce qu'il dit, c'est à peu près intéressant. Tu parles à des gens ou pas? T'es tout seul? Ouais, alors moi, je suis avec des gens. Pourquoi? Parce que comme je fais à travers la convention d'éducation prioritaire, il y a déjà 3 autres personnes de mon lycée qui rentrent avec moi. Donc finalement, on est ensemble. Mais vous restez qu'entre Ouais, on reste qu'entre nous et après, on sympathise avec d'autres. Ensuite, c'est des groupes d'inté qui se mettent en place. Et ensuite, t'es placé en fonction de l'ordre alphabétique. Et donc là, tu te mets à sympathiser avec des personnes. Franchement, c'est une belle journée. En réalité, t'es content. En réalité, t'as attendu ça tout l'été. T'as eu ton concours il y a 2 mois. T'es encore un peu euphorique. Mais est-ce que t'as stressé? On te présente tes cours? Ouais, bah tu stresses. Parce que déjà, tu te dis, il y a un changement de fait. C'est qu'en fait, avant, t'allais au lycée à pied. Là, tu dois prendre des transports. Tu dois prendre des transports. Moi, j'étais pas le gars qui connaissait par cœur RERE, ligne P, le métro. Donc, tu prends les transports. T'es là, t'es dans le 7e arrondissement. T'es dans des grands locaux. Alors il y a des lycées qui sont très bien, mais vraiment tu regardes par rapport aux locaux de Sciences Po, ça fait pitié à côté. Donc t'as finalement tout ce changement-là et t'es plongé avec énormément de personnes que tu connais pas. Et ça c'est vraiment un premier changement, parce qu'en fait, quand t'es au collège, que tu passes de la 4e à la 3e, c'est toujours les mêmes. Que tu passes de la 3e au lycée de secteur, c'est à peu près toujours les mêmes. Et finalement c'est la première fois où t'es plongé, où tu connais très peu de personnes. Mais c'est quelque chose qui est pour Sciences Po, mais en réalité pour toutes les universités. En vrai. Ouais, bah moi je me souviens parce que en fait j'ai fait un collège Z+ à Aubervilliers et ensuite après je suis allée à Louis-le-Grand. Okay. Et la même chose, j'ai stressé, je savais pas comment m'habiller. Ouais. Et je te demandais, attends, eux ça se voit, ils s'habillent trop bien, tout ça. Bon, à la fin, désillusion. Ouais. Mais j'avais stressé sur ça et même les transports. Première fois de ma vie, j'allais prendre le RER. Ouais, c'est ça, putain. RER, ouais, t'as pris le RERE? Le RERB. RERB, ouais, de RER. Et donc ça c'est un vrai changement en fait. Et c'est drôle parce que vous parlez tous les deux des vêtements. C'est Je te l'importance jure qu'on que- met sur... Ouais. Parce qu'à l'ancienne, je sais pas, au collège, c'était. Enfin, tout le monde s'habillait pareil et là, t'évolues dans un monde Mais qui est est-ce pas qu'il y a le une tien. notion de, Non, mais de c'est classe je pense sociale? que c'est super intéressant ce que tu dis, mais je pense que ouais. Je pense qu'en fait, le vêtement est vraiment quelque chose qui te marque socialement. Ouais. Et pour accéder à une nouvelle classe, tu vas avoir tendance à changer ton style vestimentaire. Mais pour aller vers une nouvelle classe, pour aller vers des nouvelles activités, c'est toujours à travers le vêtement. Et moi, je le dis humblement aujourd'hui, moi je fais grave attention à comment je me sape, etc. Je kiffe les costumes, je lis des trucs sur les costumes. D'ailleurs, j'espère que c'est carré à peu près, tu vois. Mais c'est vrai que je fais grave attention à ça en réalité. Mais tu sens que tu le fais plus que les autres? Tu fais plus attention que les autres? Tu sens qu'il y a une pression en mode on assigne, on Ouais, va alors l'attendre? franchement, au début, moi tu sais, ça fait quand même maintenant 5-6 ans que je suis dans la vie professionnelle. Au début, c'était trop important.
vraiment, quand j'entre dans la vie professionnelle, mes premiers salaires de cadre, j'avais déjà visé la marque, j'avais déjà visé les costumes que je voulais, les chemises, etc. Je dis, j'aurais un costume de Fursac, j'aurais une chemise sur mesure, et c'était Goal Life. Ok, Et ça va, je l'ai fait. on est fiers pour c'est ça en fait, la réussite dans la vie, c'est d'avoir possible ce que tu veux. Mais c'est intéressant. Non, mais parce que, en fait, moi j'idéalisais beaucoup aussi les personnes plus riches, tu vois. Je me disais, ouais, mais si je mets ça, c'est cramé direct que je viens de banlieue. Que... Ouais, ça. Tu vois, j'avais trop peur que. T'as pas envie d'être placé dans une case. Ouais, je voulais pas. Et t'as raison, et plus qu'un marqueur social, en fait, comme tu le considères comme un marqueur social, t'as peur que les autres te jugent à travers ce prisme-là, sur tes vêtements, sur ce que tu dégages, etc. Est-ce qu'on t'a jugé à Sciences Po quand t'es arrivé? Moi, pour être tout à fait transparent, moi je trouve que j'ai une bonne scolarité à Sciences Po. J'ai pas eu l'impression d'être trop jugé, mais en fait, plus que être jugé par les autres, je pense que je me suis jugé moi-même. Et ça, c'est un épisode sur lequel je voudrais revenir, et ça, c'est quelque chose de très important, je pense, pour toutes les personnes qui vont connaître une ascension sociale, c'est-à-dire qui vont passer peut-être d'un lycée situé en réseau d'éducation prioritaire à une grande école. Il y a quelque chose qui m'a fait mal de ouf à Sciences Po, et ça, j'ai eu du mal à mettre des mots dessus, c'est que tu arrives à Sciences Po, t'es pas parmi les meilleurs élèves. Moi, je le dis humblement, mais quand je suis au lycée, je suis parmi les têtes de classe, t'es là, tout le monde te vante, tu te dis, quand la prof dit la pire note, c'est 4 à la dissertation, t'écoutes même pas. Genre, c'est impossible que ce soit toi, ça va être forcément quelqu'un d'autre. En fait, là, t'arrives à Sciences Po, et pour la première fois, à l'âge de 18 ans, t'es confronté à la difficulté scolaire. Mais ça, c'est une dinguerie. T'es confronté à la difficulté scolaire. Donc tout le monde va dire, mais vas-y, c'est bon, t'as qu'à travailler, etc. En fait, je vous jure, ça m'a fait mal, en fait. Ça m'a fait mal parce qu'en fait, t'es là, tout le monde un peu croit en toi en disant, vas-y, il va nous sortir de la Hesse, etc. Il va nous trouver un taf. Et en fait, juste toi, tu galères horrible, en fait. Et pour la première fois à 18 ans. Donc t'es là, tu te dévalorises, tu te dis comment je vais m'en sortir. Donc bien sûr, ensuite, tu dois travailler 3 fois plus que les autres, soirée bibliothèque, pas loin d'ici, te donner à fond. Mais voilà, juste en fait, en réalité, et je vais te dire, c'est une sorte de blessure narcissique. C'est que tu arrives à 18 ans, tu es là, bac mention très bien. Et surtout quand tu es un bon élève. Quand tu es un bon élève, tu penses que tu es parmi le gratin du pays. Et en fait, tu te rends compte que tu es la partie cramée du gratin, en fait, en réalité. Et donc, tu es confronté à la difficulté. Et en fait, c'est une sorte de blessure narcissique qu'il faut savoir gérer. Et comment donc, toi, tu l'as géré? Comment je l'ai géré, c'est en me donnant à fond, en travaillant énormément. Je pense qu'entre ma première année à Sciences Po, c'est l'année où j'ai le plus travaillé de ma vie et finalement où j'ai le plus consolidé des choses que j'avais pas pu consolider avant, que ce soit en matière rédactionnelle, que ce soit en matière de la manière de s'exprimer, la manière de réviser, les méthodologies de révision. Et donc je pense que c'est vraiment l'année où j'ai le plus progressé. Tu vois, les méthodologies de révision, moi j'étais face à une charge de travail, je me dis, mais en fait, comment eux ils font pour continuer à avoir une vie et en fait c'est ça, c'est que le meilleur, il y a une phrase, c'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale qui a ensuite été ministre d'autre chose, mais c'est Jean-Pierre Chevènement qui dit le meilleur moyen d'apprendre à apprendre, finalement c'est encore d'apprendre. En fait, il y a une méthodologie en fait, on peut pas juste arriver et dire je vais faire des fiches. En fait, si tes fiches elles sont complètement désorganisées, t'inquiète pas, hein, tes fiches elles serviront à rien et quelqu'un qui aura un dossier de 25 pages, ce sera mieux que tes fiches. Donc il y a juste une méthodologie et cette méthodologie, moi je l'ai acquise durant la première année. Et c'est finalement la chose la plus importante qu'on peut avoir. Je suis grave d'accord. Parce que moi, c'était exactement la même chose. Vous avez plus ou moins le même parcours. Bah, du coup, moi, je l'ai fait au lycée, je l'ai fait un peu plus tôt. Mais un des premiers trucs que j'ai fait, c'est d'acheter un livre des synonymes. Parce que je voyais les gens parler trop bien. Ah, c'est drôle. Et je me suis dit, purée, Rania, tu parles trop mal. Et en plus, il y avait un truc que les gens me faisaient, c'est que quand je parlais, ils m'imitaient, genre avec un accent banlieusard. Tu vois, ouais, non, là c'est chaud. Là c'est pas drôle en vrai. Il y en avait qui faisaient ça, et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, il faut que tu apprennes à parler comme eux, tu vois. Donc je suis allée acheter un livre des synonymes, je l'ai encore à la maison en plus. Ah ouais. Et même, c'est vrai que genre, je me suis donnée à fond, tu vois. Finalement, c'est ta force aujourd'hui, parce que tu connais plus de mots que du coup. Oh, je sais pas. T'as appris tout le livre en Après, je suis allée faire des maths, je t'avoue, les mots, je les oublie un peu. Non, mais en vrai, c'est intéressant, parce que du coup, c'est une parfaite transition sur la question que je voulais te poser, c'était. Quand tu arrives à Sciences Po, donc toi, tu as cet univers en tête, tu te dis, moi, je suis pour la justice sociale, etc., égalité des chances, etc. Quand tu arrives à Sciences Po, c'est quoi ton rapport à cette justice sociale? Et comment tu définirais ton égalité des chances? Enfin, qu'est-ce que c'est l'égalité des chances pour toi aujourd'hui, après ce parcours à Sciences Po? Ok, il y a deux choses. Déjà, en fait, je vais parler de la manière dont moi je le vis à ce moment-là et comment moi je le vis aujourd'hui. Ouais. Parce que tu prends du recul, tu es plus en mesure d'analyser les choses. Moi, quand je rentre à Sciences Po, je me dis qu'il faut que je m'engage.
que je m'engage dans le secteur associatif, que je fasse en sorte qu'il y ait entre guillemets plus de Nassim Larfa qui entre à Sciences Po. Donc très rapidement, j'intègre une super association qui existe encore mieux aujourd'hui, parce que moi à l'époque on accompagnait 100 à 150 lycéens, là je vois ça remplit des amphis de 400 personnes, donc dédicace à Ambition Campus, où j'en deviens président. On accompagne énormément de jeunes qui sont situés dans le réseau d'éducation prioritaire pour leur permettre d'accéder aux grandes écoles. Donc il y a le côté en fait, je dois m'engager. Mais en même temps, à ce moment-là, je pense que je ne prends pas assez en compte mon parcours et ce qu'il révèle. En fait, aujourd'hui, si je devais dire, c'est intéressant le parcours de Nassim, stylé, mec du réseau d'éducation prioritaire qui intègre une grande école. Mais en fait, ce qui est intéressant de se poser, c'est pourquoi en fait on va se concentrer sur ça. Et si on se concentre sur quelque chose, c'est que c'est une exception en réalité. C'est que c'est une trop rare exception. Et le but, c'est que ça devienne finalement des parcours un peu lambda, que demain, on n'ait pas à se concentrer dessus, que demain, il y ait de plus en plus de jeunes qui obtiennent ce type de parcours et que ça devienne juste finalement presque la règle et plus une exception. Donc moi, c'est avec ça aujourd'hui que j'ai ce recul nécessaire de me dire en fait, ce parcours, c'est une exception. Et surtout, il ne faut pas qu'à travers ce parcours, moi, je sois instrumentalisé pour accuser les autres. Pour dire, mais alors typiquement, quelqu'un arrive en réunion, dit, mais attendez, moi je connais un gars, il s'appelle Nassim, il a réussi, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Non, c'est pas ça. Moi, il y a une image que j'adore, c'est l'image un peu du gant de toilette. C'est en fait, tu prends un gant de toilette, tu vas le remplir d'eau, l'eau elle passe pas, mais il y a quelques gouttes qui vont tomber. Sauf qu'à la fin, tu peux pas dire, l'eau elle passe. Non, il y a juste quelques gouttes qui passent, et c'est pas une réalité générale. Donc c'est quelques exceptions, quelques trop rares et trop heureuses, parce que finalement après c'est des parcours, mais en fait c'est malheureux que ce soit finalement juste des exceptions. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Faut pas se laisser instrumentaliser ou se laisser se dire mais moi je connais une personne dans mon entourage qui a réussi. Tu connais certes une personne dans ton entourage, mais à un moment le système éducatif c'est des millions de personnes. Mais surtout que nous on a eu aussi de la chance. Enfin, des gens comme nous, il y en a plein qu'on connaît. C'est juste que nous, on a eu la chance que notre dossier il ait été pris à ce moment-là. Ouais, carrément. C'est vraiment, après, c'est des questions d'opportunité. Hein. Moi, c'est ma prof d'économie, alors j'allais dire économie sociale et solidaire, mais c'est pas du tout ça. En lycée, c'est SES. Ouais, sciences économiques et sociales. Voilà, c'est plus proche, c'est pour ça. Sciences économiques et sociales, qui moi me booste dans mon ambition, dit mais faut que tu ailles à Sciences Po, faut que tu ailles à Sciences Po. Donc c'est finalement plein de rencontres heureuses. Et ta vision du coup de l'égalité des chances, est-ce qu'elle a changé quand t'es rentré dans Ambition Campus? Non, elle n'a pas changé, elle s'est renforcée sur une intime conviction. C'est qu'aujourd'hui, le système scolaire français reproduit trop les inégalités. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait une sorte de fatalité à se dire c'est toujours comme ça. Je pense en revanche qu'il y a une sorte de plafond. Bien sûr, on n'arrivera jamais à l'égalité. Jamais un enfant d'ouvrier partira avec les mêmes chances qu'un enfant de cadre. Il y aura toujours un décalage. Mais par contre, un système scolaire qui aggrave ces inégalités, ce n'est pas une fatalité. Et c'est le système français actuel. Donc il y a énormément de choses à mettre en place. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place, je pense, sous Najat Vallaud-Belkacem, pour mettre en place de la mixité sociale dans les collèges avec des retours d'expérience qui sont bons. Sauf qu'en fait, c'est cantonné. Ça reste de l'expérimentation, c'est jamais généralisé. Parce qu'il y a des oppositions, parce qu'il y a des personnes qui sont convaincues qu'en restant dans un entre-soi un peu élitiste, on évitera d'avoir une baisse de niveau, alors qu'en réalité, il n'y a rien qui prouve ça. Il n'y a vraiment rien qui prouve que la mixité sociale baisse le niveau. Alors certes, l'opposé de la mixité sociale, c'est mettre tous les enfants avec des problématiques sociales dans la même classe. C'est vrai que c'est dur d'enseigner dans ce niveau-là, mais il y a rien qui prouve que de la mixité sociale, ça baisse le niveau. Et encore une fois, là, j'en parlais au début, la différence entre ce qu'il y a concrètement et le ressenti des personnes. Les personnes vont ressentir de dire si moi je mets mon fils dans un lycée ou un collège avec de la mixité sociale, son niveau va baisser. C'est pas vrai en réalité. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas prouvé, mais c'est ressenti de cette manière. Donc moi je pense que le système scolaire français reste encore profondément inégal, qu'il ne crée pas assez d'opportunités d'ascension sociale, qu'il y a énormément de choses à mettre en place comme des expérimentations ou peut-être de la réallocation de budget. Aujourd'hui on est un pays qui investit très peu dans tout ce qui est le premier degré, donc notamment au collège. On investit énormément au lycée, sauf qu'en fait, les inégalités, elles se créent dès le début. Elles se créent depuis tout petit. Il faudrait même réallouer du budget, peut-être à la maternelle ou à l'école primaire. Mais là, voilà, je ne vais pas rentrer en profondeur dessus, mais il y a des choses à faire et il n'y a pas de fatalité d'avoir un système aussi inégalitaire en France. Tu vois, ta détermination, elle t'a amené à Sciences Po, elle t'a amené au CESE, tu vois, tu as un parcours incroyable. Mais est-ce que tu as déjà ressenti un syndrome de l'imposteur ou un manque de légitimité? C'est super intéressant comme question, je vais répondre en 2 points. Moi, mon parcours, il peut faire en sorte que j'ai ce syndrome de l'imposteur, de ne pas me sentir à ma place, notamment dans ces milieux élitistes, quand je prends mon premier job en 2018. Et je vais être honnête, finalement, je ne l'ai pas eu.
Ok. Je l'ai pas eu. Je suis rentré dans la vie professionnelle, c'est passé crème. Tout s'est toujours super bien passé, que ce soit les évaluations des managers et tout le rapport avec les collègues, avec ce nouveau milieu élitiste. Je pense que j'ai eu un parcours, je le dis toujours, alors peut-être on va dire je l'ai provoqué, mais j'ai eu beaucoup de chance durant mon parcours. Je rentre en 2018, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Jean-Martin Cohen-Solal, qui est l'ancien conseiller de François Mitterrand, qui me prend sous son aile, donc qui me fait découvrir énormément de choses. Et également d'autres profs, alors c'était des profs à Sciences Po qui sont devenus mes directeurs ensuite. Donc finalement j'ai un parcours scolaire assez fluide. Mais il y a autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que je suis un homme. Je suis un homme et j'ai aussi malheureusement dans notre société une sorte de man privilège. Moi je le dis, dans la vie professionnelle, être un homme c'est un privilège. Mais c'est un privilège surtout. C'est-à-dire que être un homme, alors plus précisément être un homme est présenté à peu près bien. C'est-à-dire quand on parlait des vêtements tout à l'heure, c'est important. Le fait d'être un homme, de venir en costume bien taillé, il y a énormément de portes, je pense, qui se sont ouvertes à moi, qui ne se seraient pas ouvertes pour des femmes, typiquement. Mais c'est vrai. Non, c'est terrible, hein, c'est terrible, mais c'est la vérité. C'est important, c'est bien que tu le dises. Ouais, c'est ça, il faut le dire, tu vois. Moi, les gens, ils viennent, je demande des choses, on me répond plus rapidement. Une femme, on lui répondrait pas rapidement. Je viens, je m'énerve, j'ai l'impression que les gens agissent. Une femme, on n'agirait pas. Et vraiment, j'ai eu l'impression, durant tout ce parcours, que le fait d'être un homme... d'avoir des costumes, ça a été quand même beaucoup plus facile. Donc finalement, j'ai pas eu l'occasion d'avoir trop ce syndrome d'imposteur. Je l'ai eu un peu après. Parce que le syndrome d'imposteur, c'est grosso modo se dire, pour les personnes qui nous écoutent, c'est est-ce que je suis pas une fraude ? Est-ce que je suis pas une fraude ? Et après la mutualité française, je vais au ministère de la Santé, pendant la période de la crise sanitaire, pendant le Covid. Et là, voilà, c'est une expérience assez brute. C'est vraiment de la légistique, c'est vraiment du droit pur. Il faut mettre en place des décrets, il faut que ça y aille, quoi, hein. Il y a les protocoles sanitaires qui sont mis en place et tout le tralala que les Français ont vécu. Et là, je me rends compte, je me dis ah ouais, ça va vite en fait. Tu vois, j'ai pas de connaissances à cet endroit, mais c'est même pas encore lié au syndrome d'imposteur. C'est juste en mode la difficulté. Il y a un besoin de monter en compétence. Moi, vraiment, ce syndrome d'imposteur, je l'ai pas eu. J'ai fait en sorte de pas l'avoir. Mais comment t'as fait ? Parce que je pense que t'es sûr de toi aussi. Alors ouais, non, alors peut-être que je suis sûr de moi, peut-être que les personnes je suis aussi tombé peut-être sur des personnes très bienveillantes, qui m'ont donné les clés pour avoir confiance en moi. Et aussi autre chose, c'est que, et ça je pense que c'est très important, moi durant tout mon parcours universitaire, j'ai fait de l'associatif à côté. Donc moi en fait, je débarque pas dans la vie professionnelle, surtout la vie professionnelle que je vis actuellement qui est un milieu très politique, c'est qu'en fait le milieu politique je le connais avant. Et c'est vrai que le milieu politique, je connais le terrain, le milieu politique c'est pas, tu peux pas te permettre d'avoir un syndrome d'imposteur. En fait, t'as un syndrome de l'imposteur, il y a un autre imposteur qui va prendre ta place. Alors il y a peut-être d'autres milieux que je connais pas, hein, où du coup un syndrome de l'imposteur c'est handicapant, ça te permet de pas avoir d'ascension aussi rapide, peut-être que tu perds des années pour obtenir des postes. C'est vrai que dans ce milieu-là, dans le milieu que je fréquente, je pense que j'étais à peu près prêt à l'intégrer pour le coup. Ouais. Mais c'est aussi ça qui revient beaucoup pour les femmes, c'est que nous on a beaucoup plus ce syndrome de l'imposteur, non pas du fait de l'ethnie, etc., mais aussi en plus de notre sexe, qui fait que potentiellement on va croire qu'on est beaucoup moins qualifié qu'un homme, que même tu vois dans les CV, il y a beaucoup de femmes qui se sous-estiment dans leur CV, dans les lettres de motivation. Ça c'est tellement vrai. Non mais oui, mais donc moi c'est un mec qui va toujours tenter un job même s'il a pas les qualifications. Il va postuler un truc, c'est du quantitatif, il en a jamais fait, il va le mettre quand même. Bon, alors que nous on va réfléchir. Là tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi ça c'est moi. Moi, tu me dis job, 15 ans d'expérience, mais 15 ans, j'ai un an, je postule. Mais voilà, une femme, elle va se dire non. Moi, j'arrive en entretien, quand je présente mes expériences, moi, j'ai révolutionné le monde. Le système de santé français, c'est Nassim. C'est grâce à moi. Moi, quand je vais à un entretien, je dis pas que j'étais en cellule de crise sanitaire, je dis j'ai résolu la crise sanitaire. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est terrible hein, ce que je dis, mais c'est vrai que les femmes n'ont pas. Mais après. Non pas, en fait j'ai pas envie parce que en fait, les femmes ne font pas ça, en fait c'est des études et c'est un peu c'est la France, c'est la société. Et moi je vais être honnête, encore plus honnête. Est-ce que moi je peux avoir des comportements sexistes ? En fait, faut être très honnête quand t'es un homme, c'est qu'en fait on a vécu dans un milieu éducatif sexiste, dans une société sexiste. Est-ce que parfois je reproduis des comportements sexistes ? Je vais être honnête avec vous et je fais très attention parce que je suis éducation, mais je pense que ouais, j'ai dû le faire. Je pense qu'à un moment j'ai dû me dire dans ma vie professionnelle, elle, je peux plus facilement lui mettre un coup de pression parce que c'est une femme. Et c'est horrible hein, ce que je dis. Hein. Mais pour vous dire qu'il n'y a aucun homme qui échappe à ces tendances sexistes et peut-être même aucune femme qui a grandi dans une société n'échappe à des préjugés sexistes sur d'autres femmes. Ouais, ça oui, j'en suis persuadée. Mais tu vois, ça fait du bien d'entendre ça parce que, surtout en ce moment, le contexte actuel
voilà, il y a une affaire en cours, tu vois, c'est Ouais. horrible. De se dire qu'il y a quand même des gens qui sont conscients de ça. c'est- Ouais, mais, Bien ça, sûr. mais tu sais, moi, c'est Mais quelque surtout, chose toi, qui... t'es dans un milieu Ouais. politique qui est à dominance masculine. Ouais. Et je pense que justement, même dans l'échiquier politique aujourd'hui, t'as très peu de femmes, comment dire, de grandes femmes, ce que je qualifierais de grandes femmes. On va surtout mettre en avant des hommes. Et c'est important que justement des personnes qui sont dans ces sphères-là disent en fait, moi, je travaille sur la déconstruction de tout ça. Ouais. Donc, Non, mais oui, il y a c'est un vrai important. travail de déconstruction, mais en fait, c'est quelque chose de similaire, par exemple, avec les problématiques liées aux discriminations Ouais. sur les origines. Oui. C'est qu'en fait, les gens ont peur que quand on leur dit qu'ils ont eu un privilège, qu'on remette en cause leur parcours. Quand je vais dire à un homme, t'as un man privilège, par exemple, moi j'ai un man privilège, mais moi, derrière, je vous autorise pas à dire ouais, mais t'as fait ça parce que t'es un homme, t'as eu Sciences Po parce que t'es un homme, t'as aucun mérite. Mais en fait, les gens le vivent comme ça. Quand tu leur expliques qu'ils ont un privilège de naissance, ils vont dire non, mais moi j'ai eu du mérite, j'ai travaillé plus que les autres. Mais détends-toi en fait. Vraiment, Ça détends-toi. n'enlève rien, c'est juste Ça que n'enlève t'as rien. un privilège. Ouais, c'est t'as juste aussi un privilège parce à un moment. que, en France, on a trop le mythe de la méritocratie en tête. Je pense que parce ouais. on est trop attaché à ça. On nous a trop éduqués en mode t'as ce que tu mérites, et donc les gens ils sont en mode si tu m'enlèves un élément de ma vie, ou si tu pointes un truc, un privilège que j'ai, c'est bon, Non, c'est très tu vrai. mets Et en c'est en super doute intéressant ton- ce que ton tu mérite. dis. Autant la méritocratie, je l'avais étudié à travers des chiffres, des rapports. Mhm. Mais c'est vrai qu'en fait, là où vraiment, et là c'est exactement ça, c'est qu'en fait les gens sont tellement attachés au mérite qu'ils ont vraiment ce sentiment d'être agressés quand tu écorches leur mérite. Mais en fait, personne n'écorche. Faut juste être humble, juste se dire ouais, en fait, en tant qu'homme, les gens se comportent différemment. En tant qu'homme en costume, les gens se comportent différemment. Tout ça. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que justement, enfin je sais pas si toi t'as cru à un moment donné à la méritocratie dans ta vie. Je pense que tu y crois quand t'es jeune. Tu vois, quand Mais- t'es jeune, quand t'as pas cette approche macro. En fait, c'est vrai que quand t'es que dans une approche micro autour de toi, t'es au collège, faut être honnête. Tu te dis, en fait, moi j'ai des meilleures notes que lui parce qu'en fait, moi je fais mes DM. Voilà, je fais Oui, mes devoirs oui, maison. oui, Hein. oui, oui. C'est quand même du mérite. Mais avec le recul, t'as- Non, avec le recul, non. Quand t'es Ouais. capable de mettre ça au niveau macro, tu te rends compte que c'est pas Et possible. est-ce que tu penses que c'est parce que justement tu crois pas à la méritocratie que t'as eu ce recul-là, de te dire que bah ouais t'as eu des comportements Ouais, sexistes, possible, j'avoue, je me suis jamais posé la question, mais là, présenté comme ça, je pense que c'est ouais, ça en fait. mode introspection. Ouais. Non, t'as raison, carrément. Non, mais je pense que c'est ça. C'est Mais- juste, j'accepte qu'en fait, j'accepte le fait qu'aujourd'hui, tu peux même parler de méritocratie quand tu vois les chiffres au niveau macroéconomique. Donc, à un moment, il y a des logiques de privilèges qui se mettent en place. Mais du coup, je vais peut-être te poser une question un peu large. Mais du coup, tu penses quoi de la discrimination positive? Parce que moi, j'ai beaucoup de discussions sur ça, notamment pour les femmes ou même pour les personnes discriminées du fait de leur ethnie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce Ok. que c'est la bonne approche? Alors, pour redire la discrimination positive, peut-être pour les personnes Ouais, qui nous bien sûr, écoutent, bien sûr, c'est ouais. affirmative action, ça vient des États-Unis, c'est qu'à dossier similaire, je précise quand même, Ouais, à dossier dossier similaire, similaire. c'est-à-dire deux personnes qui ont 11 sur 20 à un concours, Mm, mm. on va privilégier une personne qui serait Une femme. discriminée, donc une femme, peut-être sur un critère de genre, donc, ou un critère d'origine qui vient d'un milieu populaire. Aux États-Unis, c'est une personne noire qui serait favorisée sur une personne blanche. Je me suis longtemps posé la question, parce que déjà dans le cadre français, ça ne peut pas être mis en place, parce qu'il n'y a pas de critères ethnie. Moi, je pense qu'en fait, c'est nécessaire. Avec le recul, c'est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a tellement d'inégalités qu'on est obligé de passer par une période d'affirmative action, de discrimination positive, pour faire émerger ensuite des rôles modèles, et pour qu'ensuite, juste, ça devienne la règle. En fait, être contre la discrimination positive de fait, je peux comprendre à travers l'action que tu me poses avant. Quand tu crois profondément à la méritocratie, que tu ouais. crois que ça existe, tu es Mhm. forcément contre la discrimination positive. Parce que tu dis que cette personne, elle mérite tout autant qu'une autre, que cette personne, elle a travaillé tout autant qu'une autre. Mais quand tu vois l'état actuel, et en fait, mais faut le dire aussi, le fait de ne pas avoir de diversité dans certains cercles, ça a des conséquences très concrètes. Absolument. Le fait de ne pas avoir de diversité en politique, c'est que c'est des problématiques qui sont mal comprises, c'est des quartiers qui sont mal compris, qui se sentent méprisés, c'est des problématiques qui ne remontent pas jusqu'aux politiques. Donc ça a des conséquences très concrètes, le fait de ne pas avoir de diversité. C'est pas juste pour des photos, etc., pour diversifier les likes de telle ou telle communauté. Non, ça a des conséquences très concrètes. Donc moi, je pense qu'il faut passer par de la discrimination positive pour une période. Peut-être que ça n'a pas vocation à s'étendre, mais on est obligé de passer par ça pour juste rééquilibrer des inégalités de destin. Et je pense que c'est très français de pas aimer la discrimination positive, parce que même dans le nom, c'est hyper péjoratif.
genre discrimination Discrimination positive, positive. alors qu'en anglais c'est affirmative action et Ouais. là c'est beaucoup plus, tu vois, c'est amélioratif, ça sonne bien, c'est gentil, tu vois, c'est une action en plus. Ouais. Alors que discrimination positive c'est de la discrimination. Oui, c'est genre tu discrimines l'autre en fait en Oui, prenant... mais déjà le nom en lui-même montre la Ouais, c'est vrai tendance. que tu pars de quand même, tu pars d'une injustice pour le mentionner, voilà, tu pars oui, de oui. la discrimination pour la tourner au positif. Ouais, du coup, je pense que c'est pour ça qu'en France, déjà, on n'aime pas la discrimination positive. Tout est dans le nom de base. Et après, je suis assez d'accord, tu vois, c'est parce qu'on est trop attaché à la méritocratie. Et on pense... et je pense aussi qu'on a grave du mal avec les mots de notre société, tu vois. Genre, le racisme, on n'en parle pas. On interdit le mot race, alors qu'en vrai, la race sociologique, elle existe. En fait, c'est faire face aux problèmes pour après pouvoir les... Oui, c'est ça. En fait, il faut réparer, tu vois. Mais il faut aussi nommer les choses. Et je pense qu'on n'est pas à ce stade encore en France. Et c'est pour ça qu'on a grave du mal avec. Non, bah, du coup, très récemment, tu as été victime de diffamation, d'un acharnement sur les réseaux sociaux, du fait que tu sois conseiller du président du CESE qui devait être nommé Premier ministre. Et donc, tu as reçu des insultes racistes. Tu as été affilié à des groupes XY. Déjà, comment tu te sens vis-à-vis de ça aujourd'hui ? Parce que c'est très récent. Et comment tu as vécu en fait toute cette polémique ? Et est-ce que tu peux expliquer aussi, peut-être détailler un peu plus Ouais, peut-être pour préciser ce qui m'arrive. Déjà, je vais bien. Franchement, ça va, je vais bien. J'ai le sourire. Normalement, c'est top. Non, je vais bien. Je vais bien. J'ai fait 3 foot, 3 cours de boxe. C'est passé maintenant. Mais pour revenir sur cette affaire, ce qui se passe, c'est que la personne pour laquelle je travaille est pressentie pour atterrir à Matignon, donc devenir Premier ministre. Et ensuite, il y a une grosse polémique qui émerge sur les réseaux sociaux autour des personnes qui l'entourent. Quand on peut pas attaquer une personne, en général, on va attaquer les personnes qui l'entourent. Et donc, la personne qui l'entoure qui en prend plein la gueule, du coup, c'est moi. C'est Nassim. Et donc là, comme tu dis, je reçois énormément d'insultes. Je reçois en tout plus de 1800 tweets, en réalité. C'est 1800 tweets avec tous les propos diffamatoires. J'ai presque envie de dire qu'on connaît, parce que les personnes qui nous écoutent vont savoir qu'il y a ces stratégies qui existent sur les réseaux sociaux. Donc, on passe de proche des frères musulmans, financé par le Qatar. Je fais du foot en club, je suis même pas au PSG, franchement, pas top. Financé par le Qatar, donc père qui finance le Hamas, franchement, je regarde. ton papa aussi. Ouais, tu vois, je regarde les comptes de mon père, je sais pas ce qu'il finance, mais après, il doit avoir des choses à mon avis. Après, on passe pour le port de la burqa obligatoire. Et ensuite, chose qui est vraiment symptomatique des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, il faut vraiment à ce moment-là me tuer. Il faut vraiment me mettre plus bactère. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu as énormément de comptes anonymes qui sautent sur moi. Donc avec tous ces messages de menaces. En fait, il ne faut pas laisser retomber la polémique. Donc avant que ça retombe, la polémique, on va te dire, il y a 2 comptes anonymes qui vont discuter, qui vont dire « Ah, mais Nassim, on l'avait déjà étudié il n'y a pas longtemps, il prévoyait de se faire sauter à Paris. » Moi, je sais pas, je regarde ça, je me dis « Ouais, flemme. » Pam, 500 retweets. C'est repris par des comptes anonymes. Et donc ça monte, jusqu'à qu'il y ait des personnes un peu plus officielles. Et c'est là, en fait, où je trouve ça grave, qui reprennent ces éléments. Et quand je dis des personnes officielles, c'est des personnes qui passent sur les plateaux télé, qui vont commencer leur tweet. Je veux juste le dire, parce que moi, ça me paraît super grave. Qu'un journaliste commence son tweet, là je m'agace un peu, mais c'est vraiment pas idée, mais qui commence son tweet en disant « J'ai pas eu le temps de vérifier l'information, mais Nassim est proche des frères musulmans », enfin ouais, super, mais en fait c'est un peu ton métier. Genre sans vouloir, tu vois, si tu peux libérer un peu de temps pour vérifier tes infos, ce serait pas mal pour un journaliste. Et donc, c'est une polémique qui prend, c'est repris également par une députée, donc c'est quelque chose qui monte énormément. Moi, je vous le dis, j'ai toujours voulu faire de la politique, j'espère que ça s'entend dans tout ce que je dis depuis le début. Je me suis dit qu'à un moment ça m'arriverait, mais en fait quand ça t'arrive c'est dur. En vrai c'est dur, tu vois, tu reçois 1800 messages, tu reçois des menaces. Franchement, en fait, à aucun moment j'ai eu peur pour mon intégrité physique, je savais que c'était que du bluff, mais tu reçois quand même ces menaces, tu reçois des discussions où les gens disent ouais on sait qu'il habite à Chelles, donc tu te dis quand même jusqu'à où ça peut aller. Tu es aussi dans une situation professionnelle, parce qu'en fait là ce qu'ils visent en fait c'est te détruire au niveau de ta réputation, mais ta réputation est intimement liée à ta vie professionnelle, encore plus dans ces milieux, donc il y a vraiment une volonté de te détruire. Déjà moi je tiens à dire quelque chose de très important, j'ai eu vraiment un soutien impeccable de mon entourage. Quand je dis mon entourage, avant mon entourage, des personnes de mes collègues, de mes collègues et de mon président, donc un soutien vraiment, mais sans aucun bégaiement à aucun moment, vraiment soutien absolu. Ensuite, comment je l'ai vécu ? Honnêtement, quand la polémique monte, ça fait mal. En vrai, ça fait mal parce qu'en plus, tu es dans un effet où tu es sur ton téléphone, tu actualises tout le temps, tu es là et en fait, tu actualises à chaque fois qu'il y a un nouveau truc. Tu vois, il y a un truc, tu dis, mais en fait, ça va s'arrêter quand même. En fait, ça s'arrête pas. Donc, ça monte. Tu commences à craindre pour ta réputation, pour ta vie professionnelle, même si tu as eu le soutien, tu commences à te taper des films en disant, ouais, mais peut-être qu'on va me lâcher parce que maintenant, je suis devenu personne pas à fréquenter. Et finalement, en fait, la polémique,
elle redescend aussi vite que le nom de mon président n'est plus cité pour être Premier ministre. En fait, moi, je suis vraiment un dommage collatéral, en fait. C'est pour attaquer mon président, fallait utiliser la personne de son entourage. Et il faut le dire, la personne de son entourage qu'il fallait utiliser, qui était facile à utiliser, c'est celle qui s'appelle Nassim. Tu vois, tout ça part de Nassim, toute cette rhétorique de frères musulmans financés par le Qatar, et ça, c'est vraiment basé sur mon prénom. Parce qu'en fait, à un moment, quand la polémique monte, je me dis, est-ce que j'ai écrit un truc à un moment qui laisserait prêter à de l'antisémitisme ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il s'appuie sur un tweet qui date de septembre 2023, où il y a Rima Hassan, donc qui est devenue députée européenne depuis maintenant quelques mois, où il y a une campagne sur elle où on dit qu'en vrai elle n'est pas palestinienne, qu'elle s'invente des origines pour défendre la cause. Et moi je mets le tweet, soutien total à Rima Hassan, on ne peut pas remettre en cause des origines dans une campagne d'harcèlement. De ce tweet-là, ils sont partis sur tout ce qui est antisémite, financé par le Qatar, soutien de Rima Hassan, je la connais même pas. Je la connais, enfin je la connais même pas, j'ai jamais discuté avec elle, on la connaît tous parce que voilà, elle a fait ce travail-là qui est important, mais je ne la connais pas. Et à partir de là, on a toute cette rhétorique qui se met en place et qui est reprise par... Donc en fait, c'est une période un peu dure. Et en fait, c'est juste une période où tu te dis... ouais, en fait, on est condamné. Moi, j'ai quand même eu ce moment-là, tu vois, de m'en battre. Tu dis, en fait, moi, je suis là, j'essaie de faire des études, de bien présenter. En fait, à la fin... je suis Nassim en fait. À la fin, je suis Nassim. Je peux mettre, comme on rigole, mais je peux mettre des costumes stylés. À la fin, je suis Nassim. Je peux bien écrire mieux qu'une autre personne. En fait, à la fin, je suis Nassim. Je peux peut-être m'exprimer bien. À la fin, je suis Nassim. Et donc, tu commences, tu sais, à te remettre tout ça en cause. Et même, tu vois, plus largement, mais sur tes engagements artistiques. Là, samedi, je devais intervenir chez des jeunes. Donc, dans mon secteur, je me dis, après la polémique, elle a lieu le lundi, samedi. Exactement. Je me dis, ouais, je leur dis quoi ? Je leur dis, ouais, faites des études. Je leur dis, ouais, faites des études, on oubliera vos origines. Mais en fait, ils vont me dire quoi ? Ils vont me dire, mais va te faire foutre. En fait, non, mais ils vont me dire, ouais, tu te fous de notre gueule, en fait, regarde ce qui t'arrive. Et là, tu vois, tu as ce moment-là où tu dis, ouais, en fait, est-ce que j'ai pas menti à plein de personnes ? Et ça fait mal, tu vois. Tu te dis, est-ce que pendant toutes ces années où tu accompagnais des jeunes, où tu interviens, où tu en boostes certains, tu te dis, ouais, est-ce que finalement je suis pas un menteur en fait ? Est-ce que je leur ai pas menti à toi ? Ouais, exactement. À moi-même, mais en fait, ouais, ce qui me préoccupe à ce moment-là, c'est est-ce que j'ai pas menti à ces jeunes ? Est-ce que vraiment je suis pas en mode je leur ai menti pendant toutes ces années, à la fin ils se feront quand même déchiqueter. Donc tu as cette période-là, vraiment cette période un peu difficile. La polémique retombe. Et en fait, à la fin, tu comptes tes alliés. Vraiment, tu comptes tes alliés. Et en fait, tu te rends compte quand même, et là, je tiens à le dire, que j'ai reçu énormément de messages de soutien. Vraiment, j'ai reçu énormément de messages de soutien, même de personnes plus ou moins éloignées qui m'ont dit « mais non, on croit en toi, laisse-toi pas faire ». Et juste là, tu remontes et tu dis « c'est important ». Non, tu dis en fait, ce que je fais à travers ces jeunes, à travers mes engagements, c'est encore plus important finalement maintenant que j'ai vécu ça en fait. Je me dis en fait, faut leur montrer qu'ils gagneront pas. Voilà, bon, il s'avère que moi j'ai toujours voulu faire de la politique. Là, ils m'ont pris un peu en traite parce que j'étais pas prêt à ce moment-là. Mais en fait, c'est aussi l'actualité qui fait que t'es pris à ce moment-là. Mais ça te motive encore plus. Donc là, après, à partir de là, je me dis, ouais, il faut que j'écrive un truc sur ça. Ben, en fait, j'écris un truc peut-être pour moi, aussi pour les autres. Pour moi, parce qu'il faut aussi que je nettoie un peu ma réputation. Tu vois, je peux pas me laisser traîner dans la boue avec toutes ces menaces et toute cette diffamation. Surtout qu'en fait, c'est des procédés que tu peux pas démonter. Comment tu prouves que t'es pas frère musulman ? Moi je veux bien que je commande une pizza avec du jambon, enfin bon, je veux bien, mais... J'allais te demander justement, est-ce que le soir où ça arrive, ou la journée, ou je sais pas, il y a un univers où tu dis je réponds pas ? Ouais, en fait, moi je me la coule gentille, je dis rien. Pourquoi je réponds pas ? Pourquoi je mets mon compte en privé ? Parce qu'en fait, à ce moment-là, je pense aussi à mon président. Parce que en fait, je pense aussi à lui qui a attaqué. Je me dis, moi, je peux pas répondre. Mais en fait, tu ne peux pas répondre. Comme je dis, tu peux pas répondre. Tu prouves comment que t'es pas frère musulman ? Mais je réponds pas dans le sens, tu vois la publication que tu as fait à la suite de la polémique, est-ce que tu t'es posé la question de je la fais ou je la fais pas ? Parce qu'il y a ce truc de je dois me justifier, je dois pas me justifier. Alors en fait, moi je l'ai fait et je l'ai vraiment fait dans le sens je veux pas me justifier. En fait, peut-être qu'on partagera le texte, etc. Moi, à aucun moment dans le texte je dis je suis pas affilié à Rima Hassan, je suis pas frère musulman. En fait, je n'ai pas à me justifier. J'ai pas à me justifier. Moi, à un moment, je pense que j'ai fait suffisamment. J'ai peut-être des publications qui parlent pour moi. Moi, les gens peuvent savoir. Ils tapent Nassim Arafat, ils savent ce que je fais. Donc moi, je veux pas être dans la justification. Je veux pas être en mode non, mais j'ai jamais dit ça, je n'ai pas pensé ça. En fait, moi, ce que je dis, ce que je fais, je le pense. Si on peut parler d'inégalité des choses, peut-être même du traitement des personnes âgées dans la société, on peut en parler. Mais en fait, je vais pas répondre sur des accusations qui sont infondées et pas illustrées. Tu viens, tu illustres ta chose, je peux te répondre si tu veux. Mais là, en l'occurrence, tu n'illustres pas.
tu n'illustres pas et en plus c'est terrible parce qu'en fait cet effet des réseaux sociaux et là vraiment en fait plus que les comptes anonymes qui sont sans doute des personnes très malheureuses dans leur vie qui ont besoin de ça, malheureuses et racistes, faut aussi dire les termes racistes. Il y a quand même des comptes officiels derrière qui reprennent. Et en fait, ces comptes officiels, c'est insupportable. C'est, vraiment, je le dis, c'est insupportable. Et je veux aussi prévenir tous les jeunes qui veulent faire de la politique demain, faut être prêt. Faut être prêt, faut pas se laisser démonter. Quand une personne, elle vient, elle parle au conditionnel en disant « serait financé par le Qatar, serait proche des frères musulmans », elle se fout de notre gueule. Elle sait que derrière l'information, elle est reprise, c'est par « est proche des frères musulmans, est financé par le Qatar ». Donc l'emploi du conditionnel pour ces gens-là, et c'est là que je dénonce. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'actions en justice qui vont être menées. C'est qu'en fait, c'est simple, ils se cachent derrière l'emploi du conditionnel pour faire toutes les accusations possibles. Tout en sachant demain qu'ils ne seront pas accusés par la justice. Sauf qu'en fait, les conséquences, c'est les mêmes. Les conséquences derrière, c'est 1800 messages, des menaces, une atteinte à ta réputation. Et alors moi, j'ai pas eu toutes ces menaces de mort, etc. Mais il y a d'autres personnes qui en ont beaucoup plus que moi. Moi, je suis une victime, mais victime modérée par rapport à ce qu'il y a des personnes qui vivent. Donc moi, c'est plutôt ces personnes-là qu'il faut attaquer. Parce que du coup, la polémique, elle est passée. Ouais. Et je sais pas si tu connais l'histoire du colonel Ben Daoud. Vas-y, je te laisse. Non, j'ai pas la En gros, il y a un dicton algérien, il dit un arabe reste un arabe, même si c'est le colonel Ben Daoud. En gros, c'est un Algérien qui était monté dans les hauts rangs de l'armée française. Lui, vraiment, c'était quelqu'un, tu vois, pour l'armée française. Et il me semble que quand De Gaulle est arrivé, il lui a pas serré la main. Genre comme si c'était un moins que rien. Et du coup, les gens, ils se sont un peu moqués en mode, tu vois, ça reste un arabe. Genre, il a beau monter dans les hauts rangs. Tous. Mais du coup, je voulais savoir, est-ce que maintenant que la polémique, elle est passée, pour toi, est-ce que tu penses que on aura beau travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que les autres, on restera l'arabe, le noir, l'asiatique de service? Il y a 2 temps. Je vais répondre en 2 temps, mais pas en esquivant. Le premier temps, c'est quand je suis au cœur de la vague, je pense ça. Ouais, je me dis, en fait, vas-y, je me dis, c'est niqué. Vraiment, le terme qui me vient, c'est ça pour rien. Ça sert à rien, il y a une fatalité. Et en fait, maintenant, je peux pas croire en ça. Parce qu'en fait, si j'y crois, j'arrête tout. Tu vois, si je crois que je vais rester juste Nassim, si je crois que toutes les personnes que j'aime, ça va juste rester des personnes issues des minorités, j'arrête tout. En fait, j'ai juste besoin de croire qu'on va réussir à dépasser ça. Et qu'en fait, peut-être ma génération, notre génération, on va essuyer des plâtres pour que demain ce soit mieux. Mais après, il y a d'autres générations qui vont dire, mais nous, on a déjà essuyé les plâtres pour que vous, ce soit mieux. Ouais. Mais après, j'ai eu énormément de soutien dans cette période. Et vraiment, je veux juste insister. J'ai eu certes beaucoup de messages de haine, de personnes anonymes, mais moi, j'ai eu beaucoup de soutien à visage découvert. De personnes qui m'ont vraiment soutenu, qui ont publié des messages, des textos, qui ont fait des textos à des personnes qui pouvaient tomber dans ce complotisme-là. Donc moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que demain, on ne me verra pas que comme Nassim et qu'on me verra sur mes compétences. Et je pense que déjà, on me voit déjà sur... la majorité te voit. Ouais, je pense que la majorité, on me voit déjà sur mes compétences. Donc je sais qu'il y a ce problème-là. Moi, quand je vais voir des jeunes pour les motiver, je ne peux pas parler de ça. En fait, j'ai pas envie de leur parler de ça. J'ai envie justement de peut-être passer outre, mais pas passer outre totalement, parce que je sais que ça existe, mais j'ai besoin de les motiver. Ouais. Et donc c'est complètement hypocrite, parce que je sais qu'il y a cette fatalité-là, mais moi j'ai envie de passer outre. Mais... En fait, je pense que c'est un peu une schizophrénie, tu vois, parce que je le ressens aussi pareil. Genre d'une part, j'ai pas envie de croire à ça, parce que sinon on arrête tout ce qu'on fait. Tu fais rien. On part, ça y est, classe. Mais d'un autre côté, t'es en mode si je ne bats pas, qui se bat en fait? Moi, c'est aussi ça que je me dis. Si je ne bats pas moi. Il y a ça, mais t'es en mode aussi, ça s'arrête quand? C'est fatigant, tu vois. Par exemple, pendant les législatives, on s'est battu pendant 3 semaines, on allait motiver des gens, et à la fin, tu vois qu'on se fout de notre gueule, tu vois. Ouais. Non, mais voilà, mais c'est typiquement ce que toi, je pense, t'as vécu pendant les législatives et toute la motivation que t'as fait, et que t'as l'impression qu'aujourd'hui, t'as pas de redevabilité vis-à-vis des gens. En fait, le problème, c'est la redevabilité. C'est que tu les motives à aller voter en disant votre vote compte, et aujourd'hui, avec le choix du Premier ministre, t'as l'impression que t'as pas eu cette redevabilité. Et en fait, c'est vrai qu'en fait, cette redevabilité, elle est très importante. C'est qu'à un moment, moi, quand je vais motiver un jeune en disant ouais, demain, on oubliera tes origines parce que t'es compétent, mais qu'on lui renvoie à un moment ses origines en pleine gueule, il a le droit de venir me dire tu m'as menti. Tu m'as menti. Ouais, en fait, t'étais là, tu m'as menti. Et ça, c'est vraiment l'aspect le plus terrible, de ne pas être en mesure de faire de la redevabilité. Et c'est pour ça qu'à un moment, quand je disais est-ce que je suis pas en train de mentir à ces jeunes, c'est ça en fait qui fait le plus mal. C'est que tu dis en fait, tu fais peut-être partie du problème en fait. Ouais, voilà. Est-ce que tu fais pas partie du problème en mentant? Est-ce que je renforce pas justement une fausse idée? Est-ce que j'incarne pas, je suis pas instrumentalisée? En fait, tu te poses toutes ces questions-là, j'imagine. Exactement. Mais du coup, t'as des frères et sœurs, etc.
c'est quoi ton... Avec tout ce qui s'est passé, justement, est-ce que tu t'es posé la question aussi de l'image que j'ai rendue à mes frères et sœurs? Est-ce qu'à un moment donné, ils vont douter de tout ce que j'incarne? Parce que moi, je sais que, par exemple, mon grand frère, je le vois beaucoup comme un exemple pour moi. Est-ce que tu en as discuté avec tes frères et sœurs? Est-ce que tu en as discuté avec ta famille? Ouais, alors, moi, j'en ai discuté... Moi, mon frère et ma soeur, ils étaient assez détentes. Hein. Ils étaient morts de rire. Ils étaient détentes, ils étaient morts de rire. Il y a même mon petit frère qui m'a dit... Mais regarde Nassim, tu te fais attaquer par toute l'extrême droite, mais c'est une fierté. Genre c'est une fierté. Non, genre il était vraiment en mode, mais tu leur as fait peur. Genre en mode ils ont flippé, genre ils se sont dit l'autre Nassim Larfa, faut qu'on le détruise. Donc en fait, lui il était plus en mode tu dois être fier. Genre, c'est vrai que c'est une manière de voir les choses. Tu peux voir les choses, c'est vrai. Ouais, c'est ce que je veux dire. Je me dis ouais, peut-être que je leur ai fait peur. Et après faut aussi se dire ces personnes-là elles me détestent aujourd'hui, elles vont me détester demain, elles vont me détester après-demain, elles vont détester mes enfants. Enfin, je pense qu'il y a une sorte de... Avec eux, il n'y a pas une sorte, il y a une fatalité. Il n'y a rien. Demain, il n'y a rien qui fera que... Qui même, à part si demain je fais des choses pour lesquelles je peux ne pas être fier. Oui, du coup, parle-nous un peu du foot. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui? Déjà c'est le meilleur sport du monde, faut commencer comme ça. Déjà, on place le cadre, c'est le meilleur sport du monde. Non, moi je suis fan de foot, je suis fan du PSG depuis précisément 2003-2004. Match PSG Monaco, défaite 4-2 du PSG, mais un but de Paoletta. Et c'est mon premier maillot numéro 9, Nassim, c'est mon père qui m'amène. Et depuis ce moment-là, en fait, je suis fan de foot. Le foot, vraiment, ça fait partie de mon quotidien, de ma vie. Là, j'en fais en club encore. On est modéré, il n'y a personne qui va percer ici. Et je me dis, j'anticipe pas la blague, hein, c'est pas pour les ligaments croisés. Ça perce pas parce qu'il n'y a pas le niveau, tout simplement. Mais en fait, le foot, c'est super important et je pense que dans mon parcours, ça m'a beaucoup aidé finalement. Là, vous voyez un mec sympa, tout ça. En fait, sur le terrain, je suis un chien. Vraiment, je suis un chien, je suis mauvais perdant, je fais que parler à l'arbitre, je fais que engueuler tout le monde. En plus, j'engueule les gens alors que j'ai un niveau technique très limité. En fait. C'est complètement contradictoire, mais c'est pas important. Mais c'est ça. Mais juste quelque chose, en fait, moi, que je trouve vraiment important, et là, vraiment dédicace au Senior 3 Project de l'US Vert, où je fais du foot. Moi, le foot, pourquoi ça me fait du bien dans mon quotidien? C'est que voilà, je suis quand même dans des milieux professionnels où il y a beaucoup d'hiérarchie. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui te parlent par intérêt et je parle à beaucoup de personnes aussi par intérêt, hein, c'est pas du tout une critique, mais c'est qu'en fait finalement sur le terrain de foot, il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de statut. Quand tu loupes ta passe, tu te fais insulter, t'es mort. Et c'est pareil. Il n'y a pas parce que t'es en costume, parce que t'es là, parce que t'as des mots. En fait, c'est juste des milieux qui font du bien. Franchement, le terrain de foot, c'est vraiment ça que je trouve assez exceptionnel. Et c'est pour ça que demain, si j'ai des enfants, je voudrais vraiment pas qu'ils fassent du foot. Même si, vas-y, c'est bien quand même. Mais c'est bien le foot quand même, tu vois. Mais plus, en fait, juste des sports collectifs. Parce que franchement, le sport collectif, ça crée quand même quelque chose. Du rapport à l'autre, des échanges, peut-être aussi sur la timidité. Moi, quelque chose de très concret. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai accueilli au CESE une classe de, je crois que c'était des quatrièmes. J'accueille des quatrièmes, donc ils arrivent, ils sont tout timides, ils voient le bâtiment, complètement timides. 2 semaines après, j'accueille une classe de quatrièmes, mais qui eux sont en classe foot, donc ils viennent de mon club. Ils arrivent, ils parlent, ils s'expriment, ils échangent avec les autres. Mais une scène bête, et là c'est peut-être caricatural ce que je vais dire, c'est qu'en fait, quand il y a la classe de quatrième, chacun a son petit paquet de bonbons et ça. Quand je reçois les petits de la classe foot, je donne un paquet de bonbons, ils partagent tout. Ils s'échangent et ça. Et en fait, juste ça, c'est peut-être caricatural ce que je dis, c'est peut-être pas du tout révélateur, c'est peut-être un cas isolé. Mais en fait, moi, juste là, à travers ça, je me suis dit, en fait, le fait de partager la même passion, d'être sur le terrain de foot, et en fait, de devoir s'aider, parce qu'en fait, il n'y a pas de Léo Messi parmi nous, il n'y a aucun Léo Messi, il n'y a personne qui est capable de te faire gagner un match solo. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, on s'en remet, mais ça aurait été bien quand même. Enfin, en vrai, la vérité, ça aurait été bien. On s'en remet. Mais en fait, c'est juste cet esprit collectif, c'est quelque chose de super important. De se dire, en fait, tu vas te tuer pour la personne. De se dire, en fait, ton gars que tu connais pas depuis longtemps, maintenant qu'il est dans ton équipe, tu vas le défendre s'il y a une embrouille. Et c'est quelque chose, franchement, de super important. Et c'est pour ça que j'adore le football, j'adore en parler. Je peux en parler pendant des heures. D'ailleurs, j'ai une autre passion. Et ça, c'est peut-être mon regret, et je pense pas que je le serai. Mais moi, être journaliste sportif, commenter des matchs... Peut-être une reconversion. Peut-être une reconversion, ça. Sur une autre polémique, t'es fatigué. Ouais, c'est ça. C'est ça, ils m'auront tellement tué. Maintenant, je fais mais vraiment mon rêve. Et d'ailleurs, je le fais pour la Pan Am Cup, qui est un peu le tournoi des petits prodiges franciliens. C'est moi qui commente à partir des demi-finales et finales. Et franchement, c'est trop mon kiff. Mais c'est mon kiff de ouf. Mais comment, qui t'a introduit? Tu vas peut-être me dire mon papa, Zidane, etc. Comment t'as été introduit au football?
Ouais, alors, bon, déjà, je pense que je vais te dire la vérité, mais quand tu viens d'une famille algérienne en banlieue, il y a une fatalité. Faut aimer le foot. Moi, mon père, il a fait du foot longtemps, il était abonné au Parc des Princes, donc ça a été transmis comme ça. Et en fait, le foot, c'est là où tu te fais tes potes. C'est que longtemps, et d'ailleurs, juste, je vais refaire de la politique. Là, vous allez dire, il est relou, on parle de foot, ça fait de la politique. Tu sais, avant, dans toutes les villes, il y avait énormément de terrains accessibles. Par exemple, il y avait le terrain de l'école, tu pouvais aller faire du foot, etc. Aujourd'hui, tous les terrains, ils sont fermés. Tous les terrains sont fermés, faut aller à un five, sauf que le five, moi j'en fais 3 par semaine, d'accord, c'est 15 €, mais parce que je suis dans la vie pro. Un petit de 12 ans, il peut pas aller. En fait, moi, c'est ça qui est trick, c'est qu'avant, moi, par exemple, je parle de ma ville, il y avait le terrain de la gare. On y allait, mais on y allait de 14h jusqu'à 19h30. Aujourd'hui, ce terrain, il n'existe plus. Il est plus accessible. Oui, il est plus accessible. Donc, en fait, il y a quand même cette perte, en fait, je trouve. Globalement, de toute façon, en banlieue, il n'y a plus trop d'accès. Ouais, il n'y a plus trop d'accès. Moi, ça m'a marqué. En fait, et vraiment, moi, je peux te citer au moins 6 terrains où je faisais du foot avant, parce qu'après on se déplaçait, hein, forcément, qui n'existent plus ou qui sont plus accessibles librement. Et c'est terrible parce qu'en fait tu vas vers les fives, sauf que les fives c'est un budget, hein, tout le monde peut pas. Et c'est un budget, il faut y aller aux fives, donc complexe. Mais ça aussi je trouve que c'est important et c'est super dommage. Vraiment, c'est vraiment une vraie perte pour le coup. Et c'est paradoxal parce qu'on veut inciter plus les jeunes à faire du sport, tu vois. Donc mais on n'est pas dans un pays qui promeut le sport, tu vois. Bah moi je trouvais que quand même enfin moi en tout cas j'ai toujours grandi dans cette idée de il y a l'école mais il y a beaucoup les activités extrascolaires, tu vois. Non? Moi alors du coup peut-être. Moi mes parents ils ont toujours, enfin même dans les écoles où j'étais c'était 3 heures par semaine, il faut que tu aies un sport collectif, il faut que tu sois inscrit dans un club et tout. Il y avait une dynamique, peut-être que c'était pas le cas. Ça dépend, mais je sais pas, moi je voyais plus comme un privilège en mode. Ok. T'as le temps de faire du sport ou t'as l'argent pour faire du sport, tu vois. Ok. Voilà, mais vraiment le sport c'est super important. Et tu vois, il y a une. Parce que là, j'ai pas eu le temps de parler de tout, mais je m'intéresse à énormément de sujets. Par exemple, moi, la place des personnes âgées en France, c'est un sujet de ouf pour moi. Vraiment, la situation des EHPAD, le fait que il y aura une grande vague démographique, parce que moi, il y a un camp politique qui fait que parler du grand remplacement en disant qu'on va être vrai. En fait, il y a un grand remplacement qui est vrai en France, mais qui est illustré. C'est le remplacement des personnes jeunes par les personnes âgées, avec tous les baby-boomers qui vont arriver à l'âge de la dépendance. Et ça, c'est concret. Ça, c'est pas des fantasmes. Et ça, c'est le vrai grand remplacement. Et il faut que la société se prépare. D'autres sujets qui me tiennent à cœur en matière de santé publique, mais aujourd'hui, on est confronté à une augmentation exponentielle des problématiques liées à l'obésité. Et l'obésité, derrière le buzz qui peut exister, en fait, c'est une vraie maladie. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Je veux dire très concrètement, moi, tous les matins, je passe devant un collège. Voilà, tu le vois. Et ça, c'est un vrai problème. C'est lié au manque de pratique d'activité, c'est lié au développement de nouveaux services, Uber Eats, le fait de toujours consommer. L'accès à l'alimentation saine aussi. L'accès à l'alimentation saine, c'est intimement lié aux problématiques, enfin c'est intimement lié aux enjeux de pauvreté. Économique, ouais. C'est aussi lié au développement de nouvelles activités. Alors moi aussi à mon époque il y avait la PlayStation, hein, je suis pas un impressionné, mais là j'ai quand même l'impression que c'est encore plus, c'est toujours plus, etc. Donc en fait moi j'avais quand même l'impression que la période, moi je suis né en 1995 pour illustrer, il y a quand même à un moment le samedi, tu as le choix entre jouer à la play et sortir jouer au foot, tu sortais jouer au foot. Je trouve que maintenant il y a match, il y a quand même de plus en plus de personnes qui disent peut-être une après-midi PlayStation c'est peut-être mieux. Mais c'est aussi peut-être lié au fait que, après ça dépend de là où tu vis, tu vois, mais je pense que c'est aussi lié au fait qu'il n'y a plus d'endroits pour les jeunes. Ouais, c'est vrai, non, t'as raison, c'est aussi lié. Ouais. C'est aussi lié, le fait qu'il n'y ait plus de terrain de foot, ouais, d'accord. Ça, c'est marrant de mettre de mettre 4 pulls pour faire des cages de foot sur un terrain en herbe, mais c'est pas le même projet, quoi. Ouais, du coup, maintenant on va parler de l'avenir. Ok. Parce qu'on a beaucoup parlé de maintenant, tout ça. Mais déjà, juste pour revenir sur l'actualité, comment, à chaque fois que, tu vois, il y a notre contexte politique, là, en ce moment, il est hyper particulier. Comment ça influe sur ton métier au quotidien ? Comment ça influe sur mon métier au quotidien ? Est-ce que tu veux détailler aussi ton métier aussi, ouais, parce qu'on n'a pas vraiment... je vais le préciser. Pour présenter le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, c'est la 3e chambre de la République. Il existe en France 3 chambres. L'Assemblée nationale, où siègent les députés, le Sénat, où siègent les sénateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir législatif. C'est eux qui font les lois, les textes de loi, qui débattent, qu'on voit à la télé. Peut-être parfois, on s'éclate devant les débats qui émergent. En fait, il y a une 3e chambre qui est moins connue, qui est celle où je travaille, qui est le Conseil économique, social et environnemental, qui n'est pas du pouvoir législatif, qui est du pouvoir... C'est pas un pouvoir, d'ailleurs, qui est une chambre consultative. Donc, qui conseille le gouvernement, qui conseille le Parlement. Et dans cette chambre siègent tous les corps intermédiaires et les grandes associations françaises. Les corps intermédiaires, on va retrouver tous les syndicats de salariés qu'on connaît, CGT, CFDT, UNSA, etc. Les grandes entreprises, à travers les grands syndicats, MEDEF et autres.
les grandes associations environnementales, FNH, WWF, et également des associations diverses et variées qui représentent une partie de la société française. Le but de CESE, c'est de conseiller le gouvernement. Donc on rend énormément d'avis sur des problématiques variées. Je sais pas, dernièrement, on a rendu un avis sur EVARS, éducation à la vie sexuelle et affective, notamment dans les milieux scolaires. On a rendu un avis sur le financement de la perte d'autonomie. On a rendu un autre avis sur le financement des associations en France. Donc on rend énormément d'avis pour justement conseiller le gouvernement et se dire qu'en fait, grâce à ces acteurs de la société civile, les lois qui seront pensées demain seront plus efficaces. Et moi, dans tout ce paradigme-là, moi j'accompagne le président du CESE dans toutes ses missions de représentation. Donc tout ce qui va être promotion d'avis, ses représentations extérieures. Donc ça, c'est mon rôle au quotidien avec deux champs, les relations avec les territoires et les relations parlementaires. Parlementaire, c'est le Parlement, ça réunit Assemblée nationale et Sénat. Donc tu penses pas les avis, tu es plus dans le relationnel avec les Exactement. membres. En fait, les avis sont pensés par les personnes compétentes, donc c'est ces personnes de la société civile qui connaissent mieux la société civile que moi, enfin, qui sont plus en contact à travers leur mandat. Moi, au CESE, donc j'interviens au niveau du président et je pense qu'en fait, avoir une chambre comme ça, c'est très important parce qu'il faut que la société civile ait un moment voix au chapitre. Il ne faut pas que la société civile demain peut-être décide des lois, mais qu'elle ait voix au chapitre, qu'elle sache dire en fait ce qui est bien pour les projets de loi, pour les Françaises et les Français. Voilà peut-être la présentation globale de mon rôle au CESE au quotidien. Et donc, comment ton travail fluctue selon l'actualité? Pardon, la question c'était par rapport à l'actualité. En fait, il fluctue par rapport à l'importance que des gouvernements et des parlements veulent donner à la société civile. Là, par exemple, dernièrement, le CESE a été mis en avant parce qu'on a organisé une convention citoyenne. Convention citoyenne sur la fin de vie, pour voir s'il fallait une évolution du modèle avec notamment la possibilité d'avoir recours au suicide assisté dans certains cas. Donc nous, on a réuni un panel de citoyens, plus de 180 citoyens tirés au sort pour penser cette question. À la fin, on a rendu un rapport qui devait se transformer en projet de loi. Sauf que pour te dire à quel point ça impacte, c'est que projet de loi, c'est les parlementaires, sauf qu'il n'y avait plus d'Assemblée nationale. Donc, le texte a été interrompu, mais voilà pour vous dire un peu comment on alimente et comment nous on est influencés. D'accord. Demain, on est avec un gouvernement qui veut avoir l'avis de la société civile, qui veut utiliser le CESE, il pourra l'utiliser à sa guise. En fait, ça fluctue en fonction de l'importance qu'on donne à la société civile finalement. On a rendu des avis qui ont été marquants. Par exemple, on a rendu un avis pour la dépénalisation. Alors, c'est pour, enfin, où on estime dedans, on préconise que la meilleure solution, c'est la dépénalisation du cannabis. Et on rend des avis sur le financement du modèle associatif qui ont fait beaucoup de bruit, parce que c'est vrai que les associations en France sont en grande difficulté. Et là, on parlait beaucoup des quartiers populaires. Faut savoir que toutes ces associations font un travail exceptionnel. Et en fait, plus qu'exceptionnel, j'ai envie de dire presque vital pour beaucoup d'entre elles dans ces quartiers-là. Non, mais c'est vrai. Nous, on a fait beaucoup d'associatifs. Et c'est vrai que tu te dis, ce que je fais, c'est important. Mais le problème, c'est que je ne devrais pas exister, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est toujours un peu frustrant. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. En fait, on va le trouver dans le milieu associatif, ce raisonnement, mais également dans tout ce qui va concerner les entrepreneurs sociaux. Parce que voilà, la majorité des entrepreneurs sociaux, pas du tout une critique, je les kiffe, j'ai plein de potes, etc. Mais en fait, ils construisent leur entrepreneuriat sur une problématique qui normalement devrait relever de l'État. C'est ça. C'est la suite logique des choses, parce que pendant longtemps, avant, typiquement, tu avais un problème d'ascenseur dans une cité HLM, je sais pas, au hasard dans le 93. Ce que tu faisais, c'est que tu allais apostropher les pouvoirs publics en disant « Écoutez, vous devez mettre en place les moyens pour que cet ascenseur soit réparé. » Sauf que pendant longtemps, sur ces problématiques-là, l'État n'intervenait pas. L'État n'est pas intervenu. Quand il y a eu des alertes sur, je sais pas, un système scolaire dégradé, un hôpital dégradé dans ces quartiers, l'État n'est pas intervenu. Donc en fait, à un moment, tu as aussi l'émergence de personnes qui disent « On va s'auto-organiser et on va faire de ça… presque une sorte de business pour permettre de résoudre ces problématiques. » Mais oui, beaucoup d'associations et d'entrepreneurs sociaux portent des problématiques qui historiquement relevaient de l'État. Je sais pas, les restos du cœur, les restos du cœur. Normalement, la lutte contre la pauvreté, c'est quand même un truc qui est géré par l'État. Sauf que comme l'État n'arrive pas à aller au bout, il y a l'émergence des restos du cœur. C'est vraiment, même Coluche le dit, hein, donc c'est quelque chose de très rare où il dit en fait, moi je fais exister les restos du cœur pour une période et ensuite normalement l'État reprendra. Bon, finalement, 2024, on est encore là. Hein. C'est ça. Mais est-ce que tu sens que, toi qui es proche de ces endroits-là, qu'il y a beaucoup plus d'associations qu'avant ? Il y a l'émergence de… En fait, on a besoin de s'auto-entretenir, quoi. Je ne sais pas s'il y a beaucoup plus d'assauts.
En fait, il y a des problématiques toujours nouvelles. C'est vrai que tu remontes à 40 ans, les assos sur le climat, Oui. compliqué. Donc en fait, il y a tellement d'émergence de nouvelles problématiques que c'est finalement assez logique qu'il y ait de plus en plus d'associations, de personnes qui s'organisent. Enfin, si on prend l'exemple des quartiers populaires, il y a aussi un retour de bâton. C'est-à-dire qu'en fait, pendant une période où il n'y avait pas d'associatif, il y a quand même des personnes de quartiers populaires qui ont réussi à faire des choses et qui veulent redonner. Donc c'est pour ça qu'il y a l'émergence de beaucoup d'associations liées à l'égalité des chances. Et c'est très bien. C'est très bien pour le coup. Ouais, en fait, c'est un peu le pour nous, par nous. Ouais. C'est ça. Ouais, on en parlait avec notre dernière invitée. Ouais. Question. Mais c'est important. Hein. Est-ce qu'on ne demanderait pas à Nassim aussi Ok, j'ai une question. Est-ce que... On va la poser à tout le monde cette question. Vraiment, elle est trop importante. Est-ce que tu penses... Enfin, est-ce que tu crois au pour nous, par nous? Tu penses qu'il faut vraiment investir dans le pour nous, par nous? Ou il faut absolument rentrer dans le système dans lequel on n'est pas attendu? Ou alors, tu penses qu'il faut combiner les deux? Ok. J'ai déjà pensé à cette question parce qu'en fait, elle est aussi intimement liée à ce que je veux faire demain en réalité. Pour nous, par nous. Bien évidemment, une personne qui a connu les mêmes problématiques que des jeunes va mieux savoir leur parler. Donc c'est dans un sens, et les jeunes vont être en capacité de mieux s'identifier à cette personne. Donc en fait, finalement, c'est ce qui marche le mieux. Ça sert à rien de ramener une personne qui a eu un parcours, qui est issue d'un milieu ultra privilégié pour parler à des jeunes. Si la personne veut le faire, c'est très bien qu'elle mette en place les moyens, mais c'est horrible ce que je dis, mais ils vont peut-être pas parler la même langue. Ils vont pas parler des mêmes problématiques, ils vont pas comprendre les mêmes problématiques. Et je le dis encore une fois, très humblement, moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup découvert. Donc moi, je suis focus quartier populaire, zone urbaine, des grandes villes et des banlieues des grandes villes. Moi, les zones rurales, je sais pas. Moi, j'ai découvert ça. C'est pas du tout les mêmes problématiques. Alors, pas du tout. C'est des problématiques qui sont intimement liées, mais c'est pas la même chose. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que moi j'étais focus, comme je disais, banlieue parisienne notamment, intervention dans ces quartiers pour booster l'ambition et permettre une meilleure réussite scolaire. En fait, dans ces zones rurales, il y a quelque chose qui, moi, m'a vraiment marqué et en fait qui montre aussi notre difficulté, c'est que dans ces quartiers populaires, quand même, il y a quand même toujours quelques personnes qui réussissent, et ces personnes, elles vont étudier à Paris, mais elles reviennent le soir. Elles restent dans la ville. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de jeunes qui s'identifient à cette personne. Ou après, comme tu dis, les darons qui parlent beaucoup, ouais, mais lui, regarde lui, etc. Donc il y a quelque chose qui reste. Sauf qu'en zone rurale, une fois que la personne a réussi à atteindre une grande école, elle part. Ouais. Elle part en fait. Et en fait, c'est presque anthropologique, mais cette personne, ça devient un mythe. Oui, il y avait une personne il y a 5 ans, elle était là, elle l'a fait, donc il n'y a même pas fait ce rapport. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué quand je suis intervenu en zone rurale grâce à des assos, alors je vais le dire, mais faut pas que ce soit mal interprété, c'est que c'est pas la même ambition. Tu vois, je pense que quand même, malgré tout, quand tu es en banlieue parisienne, que tu sais qu'il y a la Défense pas loin, tu sais qu'un jour je serai j'ai l'ambition d'être au 40e étage de la tour Total. Il y a quelque chose quand même qui se crée, ou par les rapports, ou parce que le tissu associatif est beaucoup plus développé, en réalité, vu que c'est sur un territoire donné. Aussi la représentativité, même si on a du mal avec la représentativité, parce qu'on n'est pas du tout représenté, très peu. Il y a des gens comme toi, c'est rare. Il y a beaucoup plus d'exemples dans les quartiers populaires en Ile-de-France que dans des quartiers populaires, par exemple, dans la ruralité. Ouais, dans la ruralité ou même dans les territoires ruraux. Ouais, possible, ouais, exactement. Enfin, moi, c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit, parce que j'étais en école d'ingénieur avant, et mon école, elle était à Toulouse. Et moi, j'avais le paradigme de Paris, tu vois, j'avais l'exemple parisien, on peut tout faire, on peut tout réussir, etc. Et à Toulouse, il y avait des gens qui étaient en mode mais genre ça c'est impossible ici, tu peux pas y arriver. C'est pas la même mentalité. Parce que c'est pas la même mentale et c'est pas les mêmes exemples, il y a pas la même représentativité, tu vois. On est très centré à Paris. Ouais, typiquement, typiquement, tu vois, tu parles de choses que moi je saurais dire, parce qu'en fait moi j'ai quand même un vrai tropisme, et c'est pour ça que quand je disais faut être modeste, faut juste laisser aussi les autres parler et dire en fait les difficultés sur lesquelles elles sont confrontées. Mais je reviens à ta question, pour nous, par nous. Donc voilà, je pense que c'est important, que c'est sans doute la chose la plus efficace. Ensuite, il y a l'autre question de dire faut entrer dans le système. Et c'est en fait cette question, en fait, elle me fait trop penser à est-ce qu'il faut faire que de l'associatif et avoir des résultats concrets, ou faut à un moment rentrer dans l'arène politique. Moi, je vais être très concret, vous donner un exemple très concret, et ensuite ça fera du coup office de ma réponse. Typiquement, aujourd'hui, il y a un groupe de population qui est pour l'augmentation du SMIC de 10%. Donc ce groupe, il se compose en association. T'as quelqu'un qui a décidé d'entrer dans le champ politique, qui lui aussi estime qu'il faut 10%. Donc ils sont tous les deux sur la même position de base. Le groupe associatif, en général, il va être absolument pas dans les négociations, c'est 10%, pas 8%.
cette personne qui va être dans le système, à la fin, à force de négocier, de mettre des pressions, elle va arracher une augmentation du SMIC de 4%. Je pose juste la question, qui aura été le plus utile? Est-ce que c'est le groupe associatif qui aura mis ses ambitions à 10%, parce que c'est 10% qu'il faut? Ou cette personne qui, au fond d'elle, est intimement convaincue qu'il faut 10%, mais elle aura arraché les 4%? Moi, j'aurais dit le 4 parce que il y a une question de temporalité aussi. Tu commences avec 4 et possiblement... Voilà. Je sais pas, toi t'en penses quoi? Non, moi je suis d'accord. D'accord. Et ben en fait, souvent, la personne... En fait, souvent, ces toutes petites victoires, en fait, tu les obtiens quand tu es dans le système. Mais sauf qu'en fait, ce qu'on va te reprocher, et peut-être qu'on me le reproche déjà, peut-être qu'on me le reprochera, c'est qu'en fait, c'est que des petites victoires que tu obtiens. C'est ça. C'est que des petites victoires. Mais voilà, malheureusement, les aspects un peu grand soir, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'ensuite, c'est un peu dur, parce qu'ensuite, avec ton passé associatif, on va souvent te dire, mais regarde, avant tu portais ça, maintenant tu portes que ça, donc tu as baissé en gamme. C'est vrai, parce que peut-être qu'en fait, faire bouger de l'intérieur et mettre en pratique, c'est plus dur qu'être dans une posture un peu de revendication, qui est nécessaire en fait. Qui est nécessaire, hein, c'est absolument nécessaire de se construire à travers la revendication. Moi, je trouve ça ouf que des personnes se lancent en politique sans avoir fait de l'associatif entre-temps. Il faut juste se construire une sorte de récit, mais aussi se forger idéologiquement, parce qu'en fait, t'évolues toute ta vie, hein, une fois que tu commences à comprendre des dynamiques. Il faut connaître le terrain aussi. Il faut connaître le terrain, il faut connaître la réalité sur ces sujets. Mais je pense que, tu vois, tout à l'heure, tu disais, quand on est en politique, il faut écouter les gens. Je pense qu'être en asso, ça t'apprend aussi à pas te positionner en sachant. Ouais. Genre, à écouter les gens, rencontrer, tout ça, ça te permet aussi de... Mais je pense que c'est ce qu'on reproche aux énarques. Tous ces Sciences pistes. La déconnexion avec le peuple. C'est ça. Ouais, c'est que t'es jamais sorti de Sciences Po, par contre t'as l'audace d'expliquer aux gens comment se passe. C'est possible, et aussi il y a quelque chose, on ne peut pas tout connaître. Moi, à un moment, je ne peux pas connaître la réalité d'un agriculteur. Moi, je vais y aller, faut aussi arrêter, faut juste que je la ferme. Je ne peux pas connaître la réalité d'un agriculteur, tu vois. Je sais pas, moi, il y a un mouton qui court, j'ai peur, tu vois. À un moment, non, mais faut être pragmatique, tu vois. Je peux pas connaître je peux pas connaître ses difficultés. On peut pas tout connaître. Mais il faut l'assumer. Il faut juste dire, écoute, je connais pas tes difficultés, écoute, explique-moi. Ouais. Voilà. Mais est-ce que tu as ressenti Est-ce que ça t'a frustré, toi qui viens d'un univers associatif très concret, où nous, on fait une action, il y a un output, pardon. Il y a c'est terrible, trop relou. Il y a un résultat. Est-ce que quand t'es arrivé en politique, tu t'es senti frustré du manque de concret? Alors, je suis pas encore vraiment en politique, mais en fait, oui. Je comprends totalement ta question, et la réponse, c'est oui. Ouais. Pourquoi? Mais pourquoi aussi la politique, c'est important? Je vais encore le dire. C'est que quand j'étais président d'Ambition Campus, à la fin de l'année, tu as des gens qui obtiennent des résultats exceptionnels. Ils vont tous faire des grandes études, il y en a qui intègrent Sciences Po, d'autres non. Tu reçois un nombre incalculable de merci, tu as les darons qui t'appellent. Donc tu as quelque chose de très concret. Et tu vois en fait, alors pas tout le monde, mais tu vois des larmes de personnes, des gens vraiment heureux. Donc tu te dis, pendant cette année, j'ai fait ça, et regarde concrètement, je peux te donner le prénom des personnes que j'ai aidées, et elles sont au nombre de, allez, on va dire 120, 130, on va dire. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, ça te permet d'y croire vraiment. Un autre exemple, quand tu es en politique, à un moment, moi je suis au ministère de la Santé, je travaille sur un projet alors désolé, je vais rentrer dans le détail, c'est pas super intéressant, mais quoique je crois que c'est un peu intéressant. C'est en fait, aujourd'hui il y a un EHPAD, l'EHPAD aujourd'hui il aide les personnes qui sont dans l'EHPAD, et grâce à ce projet de décret, l'EHPAD va pouvoir sortir de ses murs et aller au domicile des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes âgées qui veulent continuer à vieillir à domicile, qui vont pouvoir être aidées par l'EHPAD. Donc plutôt intéressant puisque les personnes veulent rester chez elles. Ça, c'est un projet de décret. Aujourd'hui, j'ai appris il n'y a pas longtemps, il y a 18 000 personnes qui sont accompagnées par ça. Est-ce que j'ai eu un merci? Mais c'est pas moi, en fait, c'est le ministre sûrement. Est-ce que j'ai eu des critiques? Ouais. Pas assez de personnes, pas assez de moyens, mal accompagnés, il y a des cas ici, il y a des cas ici, il y a des cas ici. Sauf qu'à la fin, on passe de 130 à 18 000. Et c'est ça pour moi en fait le truc très important, c'est que c'est le changement d'échelle. Sauf que bien sûr, et c'est là où pour garder la motivation c'est un peu dur, c'est qu'en fait t'as aucun merci. T'as aucun. Mais le jour où tu mets en place quelque chose, le lendemain on te dit mais c'est pas assez, t'as pas été assez ambitieux, nanana. Il y a 4. En fait, ça va de pair avec la responsabilité aussi. Ouais, c'est ça, bien sûr, ça va de pair. Et encore une fois, et c'est pas du parce que c'est le jeu, c'est comme ça. Bien sûr que les personnes doivent continuer à être exigeantes, bien sûr qu'il faut toujours garder ce niveau d'exigence. Été habitué. Ouais, c'est dur, mais en même temps, à la fin, c'est 18 000 personnes. Ouais. Tu sais, à la fin, je me dis, tu vois, 130, 18 000, tu vois, 130, ça veut dire, vous êtes meilleur que moi, ça veut dire, il m'aurait fallu 100 ans, 100 années à Ambition Campus pour atteindre. Tu vois, à l'échelle d'une vie, c'est dur. Okay, mais voilà, en fait, je pense qu'il y a aussi ce truc de changement d'échelle qui est important. Mais bien sûr, comme on disait toujours, et le truc le plus important, c'est la redevabilité. Bien sûr,
Moi, quand à la fin de l'année, il y avait tout le monde qui me disait merci Nassim, t'es au top, grâce à toi j'ai fait ça, grâce à toi mon frère il a ça, grâce à toi ma petite sœur, etc. T'es hyper heureux. La T'es hyper heureux. Ouais, t'es hyper heureux. Voilà. Reconnaissance. T'es hyper fier, ça te donne envie, ça te motive. Là, l'inverse, c'est qu'en fait, t'auras aucun merci. T'auras juste des chiffres, t'auras de la critique. Mais bon. Après, tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu le fais, tu vois. Ok. Non, très bonne question, très bonne réponse. Dernière question, avant qu'on termine. C'est plus pour justement t'adresser, en fait ça fait un parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dis à ces jeunes qui justement ne croient plus en cette politique, en l'État de manière générale, parce que soit ils voient pas les choses avancer de leur côté, que ce soit en ruralité ou en banlieue, ou même dans Paris ou dans les grandes villes. Qu'est-ce que tu leur dis quand ils perdent espoir en fait? Ok. Est-ce que, oui, toi tu y crois, je le sais. Qu'est-ce que tu leur dis? En fait, je leur dis qu'en fait, ils ont déjà commencé à répondre à leurs questions. Parce qu'en fait, en perdant espoir, derrière, ils sont déjà en fait politisés. Quand tu perds espoir en quelque chose, c'est qu'en fait, à un moment, tu y as cru. Tu y as cru à un système qui pouvait te permettre de mettre en place telle ou telle chose. Et en fait, il faut juste se dire que leur perte d'espoir, elle est intimement politique. Quand tu perds espoir dans le système actuel, peut-être par rapport aux résultats des élections législatives, t'émets déjà une critique. Et cette critique, malheureusement, en fait, elle ne peut pas rester en toi. Tu as besoin de l'exprimer. Et en fait, ce besoin d'expression des critiques, c'est dans les milieux associatifs, peut-être dans les partis politiques ou autres, ou je ne sais pas dans quel autre endroit ça peut se faire. Mais il faut continuer à porter ce message. Parce qu'en fait, d'accord, tu perds espoir au système politique, sauf qu'en fait, tout est politique. Tout est politique. C'est quoi? C'est la phrase de Machiavel, tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. La taille de tes trottoirs dans ta ville, c'est politique. Si tu veux les rabaisser pour permettre aux personnes âgées, le bus qui t'accompagne, le fait de recevoir une aide sociale, tout est politique. En fait, tu peux esquiver, mais la politique, à un moment, elle va s'intéresser à toi. Quand à un moment, le maire de ta ville, il va rompre les subventions pour le club de foot, c'est de la politique. Moi, j'aurais tendance à leur dire que dans leur perte d'espoir, ils développent déjà un raisonnement politique et que derrière, ils ne peuvent pas se cantonner à abandonner. Parce qu'en fait, abandonner, c'est aussi abandonner pour les générations qui suivent. C'est aussi abandonner pour les petits frères et les petites sœurs derrière. Ouais, non, j'entends hyper ce que tu dis. Mais genre, typiquement, là, t'as des gens qui ont voté même via le nouveau Front Populaire, etc., la jeunesse populaire, pardon, qui ont voté pour quelque chose alors qu'ils l'ont jamais fait avant. Voilà, ouais. Ils partent pour la première fois voter, ils y croient. Ça retombe et les résultats ne sont pas à l'image de ce qu'ils attendaient. C'est hyper important de dire vous êtes déjà politisé, il faut continuer, mais il y a une espèce de retombée dans leur tête qui font que ok, j'ai essayé une fois, ça sert à rien en fait, j'arrête. Moi pour pas je fais un peu avocat. Non mais t'as raison. Pour esquiver un peu moi mon analyse personnelle des résultats législatifs, mais je vais prendre le chemin inverse. Ils se sont motivés, c'est très bien. Il y a eu des résultats, donc il y a eu la force politique pour laquelle ils se sont motivés qui arrivait en tête, mais qui a pas eu de majorité absolue. Ouais. Qui n'a pas une majorité absolue. Donc en fait, moi, le raisonnement derrière, c'est qu'il faudra encore plus motiver la prochaine fois. Comme ça, la prochaine fois, il n'y a aucun débat possible. Il y a absolument. Parce que là le débat qu'on a eu, alors, illégitime, pas légitime, peut-être que moi, je pense que c'était pas la bonne chose à faire, etc. Mais il y a eu ce débat qui a été possible parce qu'il n'y a pas eu de victoire totale. Donc là, moi, j'aurais tendance à dire à ces jeunes-là, battez-vous, continuez à vous battre, en tout cas pour une victoire totale la prochaine fois. Ouais, pour qu'en 2027, là on est on est une victoire totale. Après bien sûr, ils reviendront me dire quand on a une victoire totale, et là après ça va être un peu dur, mais bon. Non mais c'est vrai qu'on a aussi cette responsabilité entre guillemets de pas se réveiller à la dernière minute. Ouais, parce que pendant les législatives, il y a plein d'anciens qui m'ont dit ouais mais vous venez de vous réveiller quoi. Nous ça fait des années qu'on se bat. Ouais. Alors que nous, en vrai, on était jeunes. Après c'est pas une excuse, mais bon. On voit qu'il y a urgence, on essaie de faire comme on peut, mais c'est vrai que c'est sur le long terme. Ouais, mais là c'est intéressant ce que tu dis il y a quand même aussi des fractures générationnelles qui existent entre les anciens, leur posture, les jeunes. En fait, les anciens, moi ce qui m'arrive, c'est qu'ils croient beaucoup au parti. Beaucoup avant, c'était je commence dans l'associatif, ensuite j'essaie de faire une alliance avec le maire local pour essayer d'influer et ce qu'on reproche beaucoup à Sénat, c'est qu'en fait, ils n'ont rien influé du tout, en fait. Ils ont juste servi de quota à diversité. Donc, en fait, il y a vraiment... Par contre, il y a des débats très profonds entre deux générations qui aspirent pas à faire de la politique de la même manière, en fait. C'est vrai, ça. Ah, mais tu le vois, mais oui. Ouais. De ouf. T'as aussi des personnes qui se radicalisent. Alors, je te bien, radicalisent. Très bien, le terme... le terme... le terme est facile, mais qui se radicalisent sur certaines choses, qui sont pas prêtes à faire... Et c'est très bien de pas être prêt à faire des concessions sur certaines choses. Et d'ailleurs, attention, ne pas être prêt à faire des concessions, c'est typiquement le nouveau Front Populaire qui fait ça sur l'abrogation des retraites. Donc, c'est pas quelque chose de grave de pas faire de concessions.
on finit le podcast par 2 questions. La première, c'est quoi ta définition de l'immigration ? Ok. Moi, je pense que la définition de l'immigration, dans le contexte français, elle se rattache forcément à une douleur. Le fait d'immigrer, de quitter son pays pour aller dans un autre, pour rechercher des meilleures conditions économiques, sachant qu'en fait, ces meilleures conditions économiques, elles ne peuvent pas être comparées à tous les effets de l'expatriation. C'est une meilleure condition économique en partant de très bas et en allant chercher une meilleure condition économique qui est pas dans le 7e arrondissement ou dans le 16e arrondissement. Donc en fait, l'immigration, pour moi, la vraie définition, c'est quitter son pays où on a grandi, où on a reçu une éducation, pour aller dans un pays qu'on connaît pas en réalité. Alors bien sûr, avec l'idée d'aller chercher d'un pays un peu proche, pourquoi les Algériens sont venus en France ? Parce qu'il y a cette histoire coloniale, donc c'est finalement intimement lié. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que moi, l'immigration, le terme dit comme ça, plus que la définition scolaire, hein, où je passe dessus, ça reste quand même lié en fait à une douleur. J'aime bien le fait que chaque intervenant a une définition différente. Tu vois. Et en plus, à chaque fois, c'est un mot. Ouais. Avant, on a eu rage, Richesse. et on a eu force. Ouais, richesse, force, rage. Ouais, c'est vrai, en fait, richesse, mais ça dépend dans quel prisme. C'est vrai que moi, je l'ai pris le prisme de l'histoire de ma famille, c'est vrai. Et c'est vrai que d'autres auraient pu dire, mais richesse, diversité. Celle qui nous a dit richesse, c'est maman, du coup. Okay. Donc en vrai, c'est aussi intéressant de voir... Mais enfin bon, bref. Et dernière question. Est-ce que tu as une recommandation, donc que ce soit un livre, un podcast, je sais pas, un match de foot à regarder, un truc qui te fait du bien au quotidien et que tu aimerais partager aux gens? Moi, ce qui me fait du bien au quotidien, c'est le sport. Vraiment, c'est le sport. Vraiment, je recommande à tout le monde de pratiquer un sport, de courir. Là, franchement, quand j'étais jeune, je me disais, mais vas-y, c'est l'histoire de marathon, semi-marathon, c'est des conneries, laissez-moi faire foot. Là, j'ai dit, et là, je prends date, donc vraiment, je prends date. 2025, je fais un semi-marathon. On a Nassim. 2025, je fais un semi-marathon. Voilà. Ouais, tu peux regarder la caméra. 2025, je fais un semi-marathon. On crop, on est sur Insta. 2025, s'il n'y a pas le 31 décembre 2025 sur mon Insta, mon score, vous m'envoyez Volcan PayPal. Et je paye. Et attends, et on va reposter sur Diaspora ton score du semi-marathon. Vas-y, ok, au top. Il sera au top. Ok, donc la reco de Nassim aujourd'hui, faites du sport. Ouais, faites du sport. Non, mais c'est important et déjà, outre les aspects classiques, ça permet de se détendre, etc., ça permet aussi, tu vois, de te dépasser, et même dans ta vie pro, dans tes projets perso, ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose de très important. Moi, je suis quelqu'un aussi qui lit beaucoup. Je lis beaucoup. Moi, là, le livre que j'ai à recommander, en fait, j'aime pas te donner un livre précis parce que chaque histoire est différente, mais par exemple, moi, le livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Le Gaune du Shabbat. C'est Azouz Begag. Alors, Azouz Begag, je sais pas si vous connaissez, c'est un sociologue, mais qui a été aussi ministre de l'égalité des chances sous Dominique de Villepin. Et le Gaune du Shabbat, c'est en fait son histoire dans les bidonvilles de Vaux-en-Velin, donc dans la première génération issue de l'immigration, puisque lui, il est né en France. Et il raconte un peu toutes ces problématiques. C'est aussi un film, donc vraiment à regarder. Moi, pourquoi ça m'a beaucoup marqué, parce que en fait, c'est l'histoire de ma mère et de mon père, en fait, c'est cette histoire. D'accord. Plutôt Le Gaune du Shabbat, donc très ancien, pas du tout d'actualité. Non, mais c'est pas grave. Ta recommandation. Ouais. Bah, on te remercie, Nassim. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était top. J'espère que j'ai bien répondu et que j'ai pas trop parlé. Non, c'était parfait et merci à toute l'équipe. Merci à Naoufel, à Yacine, merci à Ayoub, téléspectateur du jour. Merci à Yasmine, merci à Mariam qui est pas là mais on lui fait de gros bisous. Ouais. Merci à Samy et merci à Sciences Po de nous avoir accueillis dans les locaux pour l'épisode. Et on se retrouve dans un mois, dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bisous. Ciao.